Moi, je m'appelle Romain Couty et je suis militant UP 87 LFI depuis avril 2002. Et donc, c'est vous dire, ça fait un bail. Et la raison pour laquelle je m'adresse à vous ce soir, c'est parce que je fais partie de cette bande qui, au printemps et au début de l'été 2022, une bande très nombreuse, a modestement contribué à faire élire sur les 2 circos 1 et 3 de la Haute-Vienne, Damien Maudet et Manon Meunier. Et c'est vrai que ça nous a fait bien plaisir. D'ailleurs, on s'en est pas tout à fait remis. Et donc, je suis l'un des membres de l'équipe très large qui essaye de coordonner un peu nos actions depuis l'élection. On est assez nombreux à avoir eu envie de continuer parce que, entre autres, Damien et Manon nous transmettent cette envie-là. Et pour commencer, j'ai envie de vous donner la parole à quelqu'un qui représente vraiment toute l'énergie qui peut se développer même après une élection comme ça, avec une des représentantes du groupe Jeunesse qui milite avec nous. Et donc c'est Gaby Vieira qui va me rejoindre tout de suite. On s'est dit que le timing était bon pour donner la parole à la jeunesse. Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle Vieira, donc je suis co-responsable du GA Jeunes de Limoges. Et donc on s'est fondé au début de l'année scolaire, donc en septembre, parce que sur un esprit de rassembler plus de jeunes que ce qui était auparavant. C'est-à-dire pendant les législatives et les présidentielles, on était un petit peu seuls au niveau des jeunes. Donc là, actuellement, nos objectifs principaux, c'est de lutter contre la précarité, surtout au niveau des étudiants, puisque c'est là où on est basé, c'est au niveau des facs. De plus, on est de plus en plus présent suite à l'inflation et à la vie chère. Voilà. De plus, actuellement, nous nous mobilisons contre les réformes qui sont en train de passer actuellement, qui vont toucher les jeunes actuellement et dans le futur. Donc, on milite beaucoup à travers du tractage, à travers des distributions alimentaires. On fait beaucoup de collages aussi, beaucoup de réunions. On essaye de militer de plus en plus, même si on est quand même un petit comité pour le moment. On va essayer d'organiser des ciné-débats dans nos lieux d'études. On va essayer de faire venir des députés dans la fac de lettres de Limoges, pour ceux que ça intéresserait. Alors actuellement, nous avons de bons retours au niveau des jeunes. C'est sympa de se mobiliser avec eux, même parmi les lycéens. On est proche d'un collectif, peut-être que vous connaissez, les Jeunes Révoltés, qui avait fait une manifestation contre le climat devant la mairie récemment. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, ils sont bien motivés aussi. Donc, on a quand même une crainte actuellement des étiquettes politiques. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on se fait appeler la JUPES, donc la jeunesse de l'Union populaire écologique et sociale, pour essayer de rassembler plus de jeunes derrière cette barrière, parce que souvent, les étiquettes politiques comme la France Insoumise, comme d'autres partis politiques de gauche, ça va effrayer plus la jeunesse qui veut simplement militer à gauche. C'est pour ça que c'est notre objectif de ne pas se sectariser et vraiment rester ouvert à tous les gens qui voudraient venir nous rejoindre au niveau du GA Jeunes. Et on voudrait essayer de travailler vraiment avec les autres partis politiques de gauche, pas de droite, avec les syndicats étudiants, les syndicats travailleurs. On essaye de participer aux manifestations, aux grèves. On essaye de faire de notre mieux. Et donc, nous avons, du coup, c'est ce que je disais, un meilleur succès derrière la bannière de la JUPES. Donc, si vous voulez nous joindre, on sera là pour prendre les informations. Merci. Merci. En vrai, il y a 3-4 semaines, là, les un peu plus adultes que nous sommes, on était en train de se dire qu'il était vraiment temps qu'on redescende un petit peu dans la rue à Limoges, tout ça. Et en fait, c'est surtout parce que les jeunes n'arrêtaient pas, eux, donc on était un peu dans la culpabilité. Donc, mine de rien, quand je parlais d'énergie donnée au mouvement, c'était vraiment pas des blagues. Donc je vous ai dit que je faisais partie, comme beaucoup d'autres, d'une équipe qui essaye de coordonner un petit peu les actions de notre mouvement dans le 87 maintenant. C'est une initiative qu'on a prise dans le département, parce qu'on a voulu faire comme ça.
Alors, bien évidemment, il existait déjà beaucoup de GA qui s'étaient beaucoup renforcés pendant la campagne présidentielle et la campagne législative. Et la volonté qui nous a animés, c'est d'essayer de conserver l'élan super qui s'était développé pendant la campagne. Et on s'est dit que pour le conserver, il était vraiment temps qu'on arrive à construire au niveau du département une structuration qui corresponde à quand même une échelle de vie et du coup une échelle politique vraiment cohérente qui est celle donc du département. Et pendant la campagne, on l'avait vécu comme ça d'ailleurs. Le département, on l'a vraiment ratissé de long en large. Il a fallu faire campagne dans les quartiers populaires comme dans les villages plus ruraux de la périphérie du département. Donc finalement, pour nous, le département, ça avait du sens. Et ça en a toujours. Et donc là, il faut quand même aborder un point ensemble, c'est qu'on a choisi de communiquer et de se définir au mois de septembre sous le nom d'Union Populaire 87 LFI. Et c'est une décision qui a été prise en AG, c'était le 17 septembre, suite à un débat, suite à un vote indicatif qui nous a permis d'arriver à ce consensus-là. Mais chacun comprend un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on voulait vraiment rester cohérent avec ce qui nous avait animés pendant la campagne, c'est-à-dire que beaucoup de gens, moi je suis un exemple parmi d'autres, sont arrivés un peu à l'arrache, comme ça, sur la fin de la campagne présidentielle. Et c'était une véritable vague de gens qui, finalement, au-delà de se reconnaître derrière la candidature de Mélenchon, qui s'imposait, la bannière Union Populaire, ça a plu à beaucoup de monde ici. Et ça a permis de vraiment enrichir les rangs militants ici. Donc la campagne présidentielle s'est terminée de manière un peu abrupte, et très vite, on a pu se mettre au travail. Pour les législatives, derrière quand même 2 candidats, Damien et Manon, qui sont vraiment pas pour rien dans leur propre succès, et aussi dans le fait qu'on a réussi à perdurer, et que vous êtes, mine de rien, plutôt nombreux ce soir ici, on en est vraiment très contents. Bon, déjà, c'est des jeunes. Et mine de rien, cette fraîcheur-là, au-delà des clichés, ça a fait de bien à beaucoup de monde dans ce département. C'est des jeunes qui ont un vrai ancrage local, qui sont de la région, qui ont fait leurs études ici, et qui, du coup, n'ont eu aucun mal, pour ces raisons-là, et aussi du fait de leur personnalité et de leurs valeurs, à obtenir le soutien et à conserver le soutien de plein de militants. Tout simplement parce que du début de la campagne jusqu'à aujourd'hui, et je sais que ça continuera, ils ont surtout formulé beaucoup de respect pour les militants. Oui, je crois que vous pouvez les applaudir parce que... Alors, pour ceux qui ne sont pas passés à la permanence parlementaire encore, parce que je crois que l'inauguration officielle est prévue pour février 2024, à peu près, c'est ça ? Janvier 2023, d'accord. Donc en fait... alors, je sais pas, il y a peut-être des permanences parlementaires avec une très grosse photo de Sophie Beaudouin-Hubière, par exemple. Ça pouvait exister. Eux, il n'y a pas des grosses photos d'eux-mêmes. Il y a des photos des militants là-bas. Et donc, elle est assez grande, la permanence, parce que quand même, bon, voilà. Ils sont 2, quoi. Et donc, il y a des photos de plein de gens qui nous rappellent en plus cette campagne qu'on a vécue avec vachement de bonheur. Il y a des photos de Benjamin, il y a des photos de Candy, il y a des photos de Vincent, il y a des photos de Tom, il y a des photos d'Hélène, il y a des photos de Francis, François, Franck. C'est l'équipe logistique, ça. C'est l'équipe logistique. C'est eux qui ont décoré la salle, là, vachement bien et tout, là. Applaudissements pour l'équipe logistique, s'il vous plaît. Et pas que logistique, loin de là. Il y a des photos de Jackie, il y a des photos de Maxime, il y a des photos de Maxime, il y a des photos de Maxime, il y a des photos de Violaine, il y a des photos de Éric, de Nicolas, de Sébastien, de Thérèse, de Jean-Louis, de Baptiste, de Fatima, de Guy, de Hubert, de Madeleine, de Guy encore, parce qu'on en a plusieurs. Et c'est vrai qu'on a passé une super campagne. C'était vraiment un moment de... Enfin, on s'est senti vivant en tant que citoyen, quoi. Moi, le premier. Vraiment, c'était un espèce de réveil. C'était un moment, c'était un peu une épiphanie républicaine, quand même, ce truc-là. Je pèse mes mots. Moi, je suis prof.
dans la vie. Voilà. Et prof d'histoire géo, donc mon boulot c'est en gros de raconter à des adolescents à quel point le monde était moche mais l'est encore aujourd'hui. Je raconte essentiellement des désastres en fait. Et c'est vrai que depuis quelques années, on sent monter un petit peu chez les profs comme ça une espèce de désespoir, quoi, un petit peu. Enfin, le mot est pas forcément si fort que ça d'ailleurs chez les jeunes. Et ça fait quelques années que j'avais trouvé une petite formule. J'en étais un petit peu content comme ça. Je leur disais mais bon là vous vous intéressez à des trucs. Bon ça va s'enrichir comme ça. Mais si dans 3-4 ans là vous vous sentez un peu déprimé, tout ça, vous trouvez que il n'y a pas beaucoup de sens à la manière dont vous êtes dans la société, posez-vous la question suivante. Demandez-vous dans quel combat collectif vous êtes engagé. Et en vrai, ça fait quelques années que je raconte ça, mais je crois que dans le fond, je me pensais à moi. Et c'est vrai que, à ce titre-là, l'énergie qu'on a dépensée et avec le succès qu'on a eu au bout, eh ben, ça nous a fait énormément de bien de faire cette campagne derrière Damien et Magnon. Ils ont gagné à la ville, ils ont gagné à la campagne aussi. Hein. Damien, il a fait 55 à Limoges, mais il a quand même fait 55 à La Croisille, 58 à Saint-Sylvestre, 63 à Émoutier. Manon, elle a fait 51,6, je cite de mémoire, et 52 à Saint-Sulpice-les-Feuilles, 59 à Cieux et 65 à Vollery où ma grand-mère était née. Donc je sais que je suis un peu long, mais je voulais placer ma grand-mère quand même. On a été vraiment très loin dans le département pour parler. Ils ont parlé d'inégalité à des gens qui avaient bien besoin de l'entendre parce que c'est pas le RN qui parle de ça. Et pour finir, je voudrais dire que si on a choisi de s'appeler UP pour un temps, c'est parce que je crois que les lettres UP qui sont au milieu de la NUPES, elles nous tiennent à cœur aussi. Parce que autant on est très très satisfait de nous, comme vous pouvez le voir ce soir, autant on sait aussi que la victoire de Damien et Manon, elle est aussi due au comportement que le reste de la gauche en Haute-Vienne a eu. Déjà parce que pendant la campagne, il y a eu d'autres formations politiques qui ont été actifs avec nous. Il y avait les jeunes communistes qui ont été beaucoup là, par exemple. On a fait un grand meeting aussi avec les écologistes, Génération, le Parti Socialiste. Il y avait une ambiance de fou. Il y avait Jean-Claude Leblois qui tapait des mains comme ça. C'était tout le monde sens une espèce de consensus comme ça, magnifique. Et c'est vrai que ce soir, on est très très heureux d'accueillir en tout 4 députés du centre de la France, je veux dire. Mais, par exemple, on n'a pas pu inviter le député de la 2e circonscription de la Dordogne, parce que c'est un Front National qui a gagné. Il s'appelle Serge Mouller, bon, à 50,4% au 2e tour, je cite de mémoire toujours. Et en fait, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu que c'est qu'en fait, au premier tour, sur la 2e circonscription de Dordogne, en face du candidat NUPES LFI, il y avait un dissident PS. Alors ils ont fait tous les deux 19% à peu près au premier tour. Résultat, 2e tour, RN Renaissance. Et il n'y a non plus personne d'une circonscription qui est juste à côté, qui est la 3e circonscription de Charente, parce que là encore il y avait un dissident PS, et qui lui s'est présenté contre un candidat NUPES PS. Alors je vous dis pas leur nom parce que c'est pas gentil, c'est par charité républicaine. Mais il s'appelait ni Jaurès ni Blum. Et donc ça, on s'en souvient qu'on gagne pas tout seul et qu'on a beaucoup de combats à mener. Moi, je devais parler que du local et j'ai fait trop long déjà, mais ouais, mais j'aime bien. Ça me fait plaisir un petit peu de parler. Alors les combats locaux, ils sont nombreux, il y en a beaucoup. Par exemple, il y a une espèce de château qui clignote là en arrivant là, qui serait pas mal qu'on remette un petit peu à sa place dans 4 ans, et ça non plus, on le fera pas tout seul. Merci de m'avoir écouté. Et donc, je la ferme, et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Manon Meunier, Marine Maximi, Catherine Couturier et Damien Maudet. J'irai après. Manon d'abord. T'as dit qu'il y avait des journalistes dans la salle.
Merci beaucoup. Merci Romain. Merci Gabriel. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Encore une fois de rentrer à Limoges pour vous voir aussi nombreux et aussi joyeux. C'est pas toujours le cas dans l'hémicycle, alors ça fait du bien. Bon, alors, on se retrouve aujourd'hui pour un meeting contre la vie chère. Alors, vous devez vous demander pourquoi, parce que... Bah ouais, non, on va pas se mentir, vous pétez tous de fric ici, on est d'accord. Enfin, vous croulez sous l'or, les fins de mois, vous savez plus quoi faire de votre argent. C'est ça, j'ai juste. Bon, de toute façon, il y a la prime Macron. Ça va mieux ? Ça va mieux. Bon, et puis aussi, il y a notre ministre des Solidarités qui a dit quand même que une assistante maternelle, ça gagne 3 fois le SMIC. Donc, normalement, vous êtes tous super larges dans la salle. Non mais normalement, ça va quand même mieux parce que Macron nous a quand même fait 2 cadeaux. Il nous a supprimé la taxe d'habitation et il nous a supprimé la redevance de l'audiovisuel. Donc, effectivement, ça libère un peu de pouvoir d'achat, c'est pas faux. Bon, ça reste largement insuffisant, on va pas se mentir. Mais je vais vous dire quand même pourquoi c'est pas une excellente idée. Je pense que la plupart d'entre vous en ont une petite idée quand même. Et je vais revenir pour ça sur la suppression de la redevance sur l'audiovisuel, parce que comme on dit, on y était. À la suppression de la redevance de l'audiovisuel. C'était au début du mandat, justement, c'était pour le projet de loi des finances rectificatifs. Et en fait, nous, on disait, oui, mais attendez, la redevance de l'audiovisuel, actuellement, elle ne sert pas à rien. Alors, on était un peu tous d'accord, ok, c'est un impôt un peu qui est arrivé au bout de son temps, comme il est fait, et tout ça, c'est peut-être pas le top. Mais nous, on a proposé une autre solution. On a proposé de faire un impôt progressif, donc pour que ce soit juste. Donc effectivement, qu'on puisse continuer à faire ce que fait la redevance de l'audiovisuel, c'est-à-dire financer le service public de l'audiovisuel, parce que quand on écoute France 3 Limousin, France Bleu Limousin, qui écoute dans la salle France 3 Limousin, France Inter, France Culture, etc. Levez la main. Bon voilà, c'est le service public de l'audiovisuel. Bon, tout ça, avec la redevance, c'était 3,7 milliards. Donc, c'est quand même pas rien. Et on a décidé de le supprimer. Donc, nous, on propose un impôt progressif. On dit, ceux qui reçoivent le moins d'argent, vous payerez rien du tout. Et puis, évidemment, ceux qui en gagnent le plus, vous paierez plus pour qu'on puisse compenser et qu'on puisse continuer à financer le service public de l'audiovisuel. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils nous ont pas accepté cette catégorie et puis ils nous ont supprimé la redevance de l'audiovisuel pour faire un cadeau aux Français. Après, vous recevez un petit courrier dans votre boîte aux lettres pour vous dire à quel point on a pensé à votre pouvoir d'achat. Sauf qu'en réalité, on leur a demandé 10 fois, au moins 10 fois, au moins à Bruno Le Maire. Mais sur quoi vous allez prendre ces 3,7 milliards? Parce que vous nous dites que vous n'allez pas abandonner le service public de l'audiovisuel. C'est très bien. On va le prendre sur la TVA. D'accord. Alors la TVA, c'est l'impôt le plus injuste parce que c'est l'impôt qu'on paye tous sur nos produits de première nécessité. Donc c'est celui qui revient finalement, qui est le plus inéquitable parce que c'est celui qui pèse le plus lourd dans le panier de ceux qui ont le moins d'argent de base. Donc ok, on prend sur la TVA, mais la TVA, elle sert déjà à quelque chose en fait. Donc vous allez les prendre sur quoi les 3,7 milliards? Parce que la TVA, elle finance nos services publics, elle finance nos hôpitaux, elle finance notre train, elle finance nos écoles. Donc si vous enlevez 3,7 milliards à la TVA, forcément, ça va revenir sur quelque chose d'autre. Et évidemment, ça retombe toujours sur nos services publics. Alors après, on se demande pourquoi nos hôpitaux fonctionnent plus, etc. Derrière tout ça, c'est la logique libérale. C'est pour ça qu'ils sont au pouvoir. C'est pour vider les poches de l'État, pour constater, venir nous voir et nous dire regardez, en fait, ça marche pas les services publics, vous voyez bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas un service public? On ouvre à la concurrence, super. Et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire pour le train, effectivement. Donc là, ils font passer des lois. Vous avez certainement vu, c'est quelque chose qui nous touche de près ici avec la ligne Polt, donc qui a subi moult dégâts qui se sont. Ah, vous m'entendez mieux? Excusez-moi, je vois qu'on me fait signe au bout. Merci. Donc la ligne Polt, avec les catastrophes qui se sont accumulées.
dont vous avez certainement entendu parler. Donc cette ligne de train, en fait, c'est ça, c'est le constat justement de la logique libérale où on laisse à l'abandon nos services publics. Ça se détériore et puis ça fonctionne plus, il y a des retards, donc forcément les gens sont insatisfaits. Mais en fait, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard parce que derrière, c'est un projet de loi des finances qu'il y a et c'est un sous-investissement. Et en fait, sous les 5 dernières années du quinquennat Macron avec notre fameux Jean Castex, si on regarde l'investissement qui a été fait en France, on était à 45 € par habitant et par an d'investis pour le train en France. En Allemagne, c'est 171. Donc ça veut dire que ça leur permet de faire ce qu'on appelle les climate tickets. Vous connaissez peut-être le principe. Pour 9 € par mois, vous avez accès à tout le réseau de transport en commun. Donc c'est énorme, c'est ce à quoi est censé servir un service public, puisque en fait c'est ce qui nous permet justement de réduire les inégalités. Le service public, c'est la base, c'est que tous ensemble on puisse avoir accès à des services de nécessité à la hauteur, même si on a peu d'argent. Donc c'est grâce à un investissement fort qu'on réussit à maintenir nos services publics et à réduire les inégalités. Sauf que la logique libérale, elle ne veut pas ça du tout. Donc tout ça, c'était dans le projet de loi des finances, effectivement, donc cette année, le projet de loi des finances, on n'a pas investi davantage dans le train. C'est resté à la même hauteur que les années d'avant. Donc c'est vrai que le train, ça sert pas à grand chose. Ça décarbone pas du tout nos déplacements, ça permet pas du tout à des gens qui n'arrivent pas à prendre leur voiture à cause de l'augmentation des prix de l'essence de se déplacer. Donc n'investissons pas. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, parce que toutes les oppositions, en fait, y compris la droite, nous avons voté pour 3,5 milliards supplémentaires pour le train. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, c'est bien, vous connaissez la chanson. Bon, au bout du 9 maintenant, 9, 10. Ah, mais on est arrivé au bout de la carte. Ah, d'accord. Ah, donc, ça y est, on a gagné les 65 ans, alors. Ah, super. Oui, parce qu'au bout de 10, on a un bonus, on a 65 ans pour la retraite. Donc, on peut nous applaudir. Super. Donc effectivement, pas besoin d'investir dans le train, pas besoin de répondre aux défis écologiques, parce qu'il n'y a pas du tout une grande crise écologique qui est en train de nous tomber dessus. En réalité, cette crise écologique, puisqu'on parle de vie chère, c'est aussi quelque chose qui indirectement va nous retomber dessus justement et va retomber sur notre porte-monnaie. C'est quelque chose qu'on réalise pas forcément tout de suite parce que les liens sont pas directs, mais évidemment on dépend tous du milieu dans lequel on vit et si ce milieu se détériore, on en paye tous le prix. Et évidemment, vous savez que les premières victimes de cette crise écologique, ce sont bien sûr les plus démunis. Et donc cette crise écologique, alors le changement climatique, ça a un peu réussi à se mettre dans le paysage politique. On en parle un petit peu. Ça y est, là, on a fait un projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Ils se sont dit, ce serait peut-être pas mal si on mettait des panneaux photovoltaïques sur les toits. On leur a dit oui. Donc ça y est, ils ont enfin compris un petit peu, mais ils se sont aussi emballés. Ils se sont dit, ok, mais on va aussi mettre des éoliennes partout. Et là, on a dit, attendez. Parce qu'il y a deux choses dans la crise écologique. Il y a effectivement le réchauffement climatique, mais il y a aussi la protection de la biodiversité. Et ça, ils n'ont pas du tout compris. C'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. On nous dit non, mais ne vous inquiétez pas, les énergies renouvelables, ça n'a aucun impact négatif sur la biodiversité. Bon, on sait. Ouais, il m'énerve aussi. Hein. J'étais déjà énervée avant, mais c'est pour ça que je suis là, hein, il en faut. Donc effectivement, donc c'est complètement faux, évidemment, ça a des impacts. Les énergies renouvelables ont de l'impact, un fort impact sur la biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des éoliennes, ça veut dire qu'il faut planifier. Ça aussi, on a réussi à faire passer le mot planification écologique dans le paysage politique. Ça vient de nous quand même, ça vient de l'Union populaire, ça. Donc ça y est, ils ont quand même compris qu'il fallait dire planification. Par contre, ils n'ont pas compris ce que c'était, visiblement, puisqu'ils ne l'appliquent pas. Mais si on planifie, effectivement, on peut mettre des éoliennes sans arriver à défoncer la biodiversité.
Et en réalité, la politique a un vrai impact sur la biodiversité parce que effectivement, donc la biodiversité, c'est la diversité du vivant, c'est toutes les espèces qui nous entourent. On pourrait se dire finalement, est-ce que ça dépend vraiment de nous? Oui. Je vous invite vraiment à aller voir un passage d'un député de Polynésie qui s'appelle Motai Brotherson, qui est du PC, si je ne me trompe pas, et donc de la NUPES évidemment, qui a expliqué une très jolie histoire. Non, c'est très triste, mais il l'a très bien dit. Je vous invite vraiment à aller la voir. En fait, il explique que lui, donc, il y a des Français métropolitains qui ont décidé de venir faire un restaurant en Polynésie. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ils ont voulu cuisiner des escargots de Bourgogne. Bon. Donc, ils se sont dit, vous me voyez venir, je vais mettre des escargots de Bourgogne dans mon jardin, comme ça, je n'aurai plus qu'à aller les cueillir. Bon, très bonne idée. Donc, il en amène. Et puis, évidemment, ça se développe. L'espèce échappe à tout prédateur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus dans son milieu, dans son équilibre naturel. Donc, elle ne trouve plus ses prédateurs. Et les escargots se multiplient. Bon, ok. Alors là, il y a un politicien qui se dit, ok les gars, on a un problème parce que les escargots, ils défoncent toutes nos cultures, mais on va faire comme la nature. Vous inquiétez pas, on va mettre son prédateur dans la nature. On va importer la guêpe. Ok. Donc ils importent la guêpe en se disant, la guêpe va nous défoncer tous les escargots, ça va très bien se passer. Bon, alors la guêpe, les escargots, elle s'en fout. Par contre, elle trouve d'autres proies pour elle. Donc tout va bien, elle se développe. Bon, on a fait une autre boulette, les gars. Bon, politicien, moi je reviens, c'est bon, j'ai compris. Cette fois-ci, je vais introduire le merle. Bon, le merle, il s'en fout de la guêpe. Par contre, il trouve d'autres choses à manger. Il détériore aussi quelques cultures, etc. Bon, d'accord. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va introduire un rapace prédateur du merle et ça va bien se passer. Bon, ça s'est pas bien passé du tout. Et en plus de ça, il y a une espèce de perruche endémique de la Polynésie qui a disparu sous le poids de la prédation de tous ces animaux importés. Donc c'est l'impact qu'on peut avoir par des prises de décisions qui peuvent paraître futiles, mais qui en réalité ont un impact énorme. Et donc bien sûr que la politique a du poids, y compris pour la biodiversité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en occupe et qu'on l'amène à la même hauteur que la lutte contre le changement climatique. Alors, donc vous le savez certainement, j'ai été à la COP 15 justement pour essayer d'amener un petit peu cette idée. La COP 15, c'est l'équivalent de la COP 27 pour le climat, mais là c'est la COP pour la biodiversité. Et si on en est à 15, hein, c'est justement à l'image, voilà, c'est pas un hasard. C'est bien parce que la biodiversité est encore sous-considérée et a mis du temps à venir s'installer dans le paysage. Sauf qu'en réalité, maintenant, alors, il y a quand même des grandes entreprises qu'on a rencontrées à l'occasion de cette COP15 qui commencent à se dire, en fait, bon, alors certes, ça me rapporte pas grand-chose, mais par contre, mes terres, elles sont complètement défoncées et puis je suis en train de me rendre compte qu'elles sont moins productives. Alors, dès que ça touche au porte-monnaie, peut-être qu'on va se mettre à protéger la biodiversité parce qu'effectivement, il y a une utilité. Pourquoi c'est important aussi pour nous? Évidemment, c'est parce que, comme vous le savez peut-être, on a 75% de nos cultures qui dépendent des pollinisateurs, de 20 000 espèces de pollinisateurs, et que si celles-ci sont en danger, on est en danger avec. Et puis bien sûr que nos océans, c'est une bouffée sur 2 qu'on leur doit, parce que c'est de l'oxygène qui est produit par le phytoplancton qui se trouve à la surface de nos océans. Et ce phytoplancton, il dépend de tout l'équilibre de la biodiversité marine. C'est pour ça qu'on dépend de tout ce vivant. Et tout ça, évidemment, on s'y intéresse très peu, parce que ça rapporte pas d'argent. Mais depuis un certain temps, quand même, il y a Nicolas Stern, qui est le président de la Banque mondiale, enfin qui était le président de la Banque mondiale, donc pas un gauchiste extrémiste éco-terroriste comme moi, qui a dit qu'en fait, si on ne luttait pas contre le réchauffement climatique, contre le changement climatique, ça nous coûterait 5 fois plus cher que si on investissait pour en ralentir les effets. Et à ce moment-là, il y a eu une petite prise de conscience sur le changement climatique. Et sur la biodiversité, ça s'est toujours pas passé. Mais si on a évalué aussi, et il y en a qui disent qu'on en aurait pour 80 000 milliards que la biodiversité nous rend, pour 80 000 milliards
du PIB de services et qu'on appelle écosystémiques, services rendus par la nature. Donc même Emmanuel Macron aurait tout intérêt à protéger notre biodiversité. Bah bien sûr, la gauche en parle un peu quand même. Merci. Heureusement. Bon, évidemment, tout ça, vous n'en entendez pas du tout parler. Pas du tout parler dans les médias. Ce qu'on entend surtout dans les médias, ça va être que on ne peut absolument pas vivre sans les riches, qu'on ne peut pas augmenter le SMIC. Ça, c'est totalement utopique. On ne peut pas augmenter le SMIC parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une inflation, donc on va plus pouvoir réussir à vivre. D'ailleurs, si la NUPES arrive au pouvoir, vous allez voir, il va y avoir des coupures d'électricité, il y aura des sécheresses. Attendez. Et la NUPES, c'est pas au pouvoir. Bon, alors, il y a peut-être une erreur sur la marchandise, donc peut-être qu'ils se trompent depuis des années, et peut-être que finalement, c'est nous qui avons raison. Donc peut-être qu'on va pouvoir augmenter votre pouvoir d'achat, et arrêter de croire qu'on a absolument besoin des riches pour vivre. Mais ça, effectivement, c'est les médias qui nous transmettent largement ces idées, qui nous transmettent aussi largement l'idée. Alors, je veux pas mettre tous les médias dans le même panier, hein, mais on a 80% qui appartiennent en fait aux plus grandes boîtes les plus riches de France en réalité. Et pourtant, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Enfin, un petit journal, si vous voulez, enfin un petit journal, même un gros journal papier, avec la version numérique qui arrive, etc. sur le marché, ça diversifie l'offre, ça fait qu'on a de plus en plus d'accès possible, que les gens sont moins fidèles à certains papiers, donc ça rapporte pas tant que ça. Et ils le savent que ça rapporte pas. Bernard Arnault, Bolloré, quand il va acheter un média. Et oui, Bolloré, je parle de Bolloré. Quand il va acheter un média, il le fait pas, voilà, pour répandre la bonne parole, surtout si sa bonne parole à lui, effectivement. Mais il ne le fait pas pour la rentabilité. Il le fait justement parce qu'il sait que derrière, il va pouvoir faire passer un message qui est que le capitalisme nous sauvera tous et que la loi du marché sera plus forte que nous. Mais en réalité, ce qui est transmis par ces médias, c'est deux idées. C'est l'idée de la division, parce que ça les arrange. La division entre les pauvres. Donc c'est toujours de la faute des pauvres, en fait. C'est ceux qui font... S'il y a un problème, un trou dans la sécu, en fait, c'est la fraude sociale. L'évasion fiscale, bon, c'est pas trop. Alors tout ce dont je vous ai parlé avant, on n'en parle pas ou peu sur CNews, vous n'allez pas entendre parler de la protection de la biodiversité. Par contre, là, oui, que c'est de la faute des pauvres, que c'est de la fraude sociale, etc. Et puis, évidemment, des chômeurs. Et puis, évidemment, vous allez entendre parler des étrangers, voilà. Donc, en fait, c'est de la division permanente. Et c'est ce qui les arrange, en fait. C'est d'enlever du lien entre nous, de nous rendre moins forts. Ça fait que on a moins de quoi se battre entre les mains, moins de quoi se battre pour faire augmenter notre pouvoir d'achat, puisqu'on a un meeting contre la vie chère, mais aussi justement pour que l'argent soit enfin redistribué, qu'on puisse prendre soin de nos services publics, parce que c'est quand même pas trop demandé que d'avoir ensemble accès égalitaire au train, à l'hôpital. C'est ce qu'on avait réussi à faire, c'est pour cela qu'on a mis en place nos services publics, et ça doit revenir dans cet ordre-là. Et si nous, on est ici aujourd'hui, c'est pour vous dire 3 choses, justement. Et ces 3 choses, c'est syndiquez-vous, adhérez à des associations, et surtout, n'attendez pas que la politique s'occupe de vous, mais occupez-vous de la politique. Merci. Merci Manon. Tout d'abord, merci aux militants d'avoir organisé ce moment important. Je suis un peu chez moi ici, à Limoges. Bah oui. Faut pas nous annexer non plus. Ah non, mais j'ai fait quand même 2 ans au lycée Turgot. Et voilà. Voilà, donc mes premières manifs, elles étaient à Guéret, je me suis fait virer, je suis venu à Turgot, j'ai continué à militer.
Et donc, c'est avec plaisir que ce soir, je participe à ce meeting. Je suis déjà venue dans cette salle. C'était avant les législatives, c'était en pleine campagne des présidentielles, hein, avec Caroline Fiat, le débat sur la santé, qui m'aurait dit que quelques mois après, je serais là. Bah oui. Mais si je suis là, c'est parce que il y a eu des militants, et je remercie les Creusois qui sont là ce soir aussi. Parce que nos victoires, c'est d'abord la victoire des militants, bien sûr aussi des électeurs qui ont mis le bulletin hein, dans l'urne. Hein, voilà. La Creuse, vous le savez, une seule circonscription, c'est grand pour faire campagne, 256 communes, et forcément, s'il n'y a pas les forces militantes, eh bien, la victoire, elle n'est pas possible. Normalement, ce soir, on s'était un peu partagé les thèmes. Maintenant, elle a piqué un bout de... Donc, il y a peut-être des petites fiches que je vais poser, parce que finalement, tu as parlé des transports, mais je reviendrai un petit peu, je pense, sur la question de la ligne POLT. Donc, normalement, moi, j'étais chargée de vous parler un peu des services publics. Les services publics, bien évidemment... je vais dire deux mots d'abord sur la question de l'école et de l'éducation nationale. Vous savez que c'est un des plus gros parts du budget, l'éducation nationale, avec les collectivités territoriales, la deuxième grosse partie des dépenses de l'État. L'éducation nationale, qu'est-ce qu'on nous promet là, avec justement un budget qui a encore subi combien de 49.3 1, 2, 3, 4... Sur le budget général, on a dû en faire 5 au total, vous voyez, ou 6. Et bien évidemment, nous n'avons pas pu, sur notamment la question de l'éducation nationale et la question des collectivités, nous n'avons pas pu avoir du tout de débat, puisqu'ils ont même été jusqu'à inverser dans l'ordre des thèmes que nous devions débattre dans ce budget. Les collectivités territoriales qui devaient être un des premiers thèmes, ils l'ont repoussé, dernier thème. L'école, je crois que c'était l'avant-dernier qui était prévu, et donc on a eu droit au 49.3 avant d'aborder les sujets sur les dépenses par rapport à ces deux budgets. Et bien évidemment, on n'a pas pu défendre tous les amendements que nous avions prévus. Et je voudrais saluer Marianne qui a beaucoup bossé sur le budget, et Damien sur la sécurité sociale. Voilà, donc l'école, eh bien, c'est la réforme des lycées, et des lycées professionnels notamment, et bien sûr avec une volonté d'aller vers de plus en plus, d'envoyer les jeunes vers l'apprentissage dès le plus jeune âge, pour une main-d'œuvre facile, immédiate, pour l'emploi local. On sait ce que ça veut dire derrière. Et le budget de l'éducation nationale pour 2023, c'est un peu plus de 1113 postes, notamment dans le premier degré, 500 postes dans le deuxième degré en moins, 500 postes dans le privé. Qu'est-ce que ça veut dire 1100 postes dans nos territoires ruraux? Je pense que... Alors, je donnerai quelques chiffres sur le département de la Creuse, hein, notamment sur l'année, sur ce début d'année scolaire, hein, depuis septembre jusqu'à novembre. Le résultat, déjà, c'est 360 journées qui n'ont pas été remplacées. C'est-à-dire qu'on a toutes les semaines, sur le département, au moins 25 ou 30 classes qui sont sans enseignants. Et ça, c'est dramatique. Alors, vous savez comment ils font? Le remplaçant, ils le mettent un jour dans une école, le lendemain, ils le renvoient à l'autre bout du département, puis le troisième jour, ils l'envoient encore dans une autre école. Comme ça
calme les familles. Mais bon, au bout d'un moment, les familles, ils n'en peuvent plus non plus. Donc, il y a déjà eu, récemment, c'était il y a 3 semaines, un premier rassemblement pour exiger justement les moyens nécessaires sur le volant de remplacement. Et ce qui nous prévoit avec le budget 2023, ça sera encore bien pire. Parce que leur réflexion, alors on peut se dire, ouais, 1100 et quelques postes supprimés, on se les répartit par département, par académie, c'est pas dramatique. Pas ça qui... Le problème, c'est que la réalité entre, je vais prendre l'académie de Créteil et l'académie de Limoges. Créteil, on se retrouve bien souvent avec des classes, avec des moments 27, 28, 30 enfants. Bon, territoire rural en Creuse. La rectrice, qu'est-ce qu'elle nous ressort comme chiffre? C'est ce fameux ratio élève-classe. Et effectivement, en Creuse, le ratio, il est faible. Oh, il est faible par rapport à Créteil, évidemment. Mais c'est pourtant de bonnes conditions d'éducation, quand on a seulement 15, 16 enfants par classe. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin comme service public de l'éducation. C'est de ça qu'on a besoin. Et ce qui risque de se passer, c'est que bien évidemment, on va avoir peut-être des créations de postes en zone à Créteil ou sur cette académie, mais il va y avoir plus de suppressions dans les départements ruraux. Et ça, parce que leur objectif, c'est de nous amener avec des classes à 25, 28. C'est ça leur objectif, pour diminuer le nombre de postes et évidemment contribuer à ce qu'ils appellent faut effacer la dette, c'est ça, hein? Voilà. Donc, sur l'éducation, je pose les petites fiches, hein. Vous m'en voudrez pas? Vous savez, les petites fiches, là, d'habitude, c'est un peu ce qu'on utilise à l'Assemblée quand on intervient sur les amendements. Alors, on a nos petits cartons, et à l'Assemblée, on est chronométré, hein. Quand on fait nos interventions, c'est 1 minute ou 2 minutes. Bon, là, je crains que je vais faire plus. Voilà, donc l'éducation, un maillon indispensable de l'émancipation et de la construction de l'être humain. Et donc, nous avons tous intérêt, je pense, à ne pas attendre. Il ne faut pas qu'on attende qu'on nous dise, dans telle ou telle école, il y a 1 ou 2 classes de supprimées. Il faut qu'on agisse dès maintenant, mais je pense qu'il y en a qui reviendront sur la question de l'action. Bon, les transports, Manon, tu m'en as un peu grillé, donc je vais passer. Non, quelques mots sur la question des transports. Ici, Limoges, la ligne POLT, vous l'avez vu, il y a eu sur cette ligne, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe, pourquoi? Parce que les choix qui sont faits, c'est tout sur le TGV et c'est rien sur les lignes intercités ou le TER. En plus, avec la régionalisation, eh bien, on voit à quoi ça a amené. Et leur objectif aujourd'hui, c'est de complètement démanteler le service public. On a eu un colloque auquel Manon et Damien participaient cette semaine, parce que bon, vous l'avez vu, il y a eu quand même de nombreuses actions dues au retard, au train de marchandises privées qui coupe la ligne pendant 5 jours, enfin oui, plus de 5 jours même. C'est une catastrophe cette ligne. Là, la menace de l'entreprise Legrand, ça a été, je pense, un petit peu, ça a un peu bousculé tout le monde. Il y a eu les journées les mouvements d'action à Argenton-sur-Creuse, à la Souterraine, à Limoges. Donc là, on sent quand même qu'ils sont ennuyés, très ennuyés. Et je pense à, comment il s'appelle, le camarade Éric Couder, Loïc Couder. Loïc Couder, responsable de la CGT des cheminots,
nous disait, lors de ce colloque qui s'est tenu cette semaine, où étaient réunis, en fin de compte, tous les députés de la ligne POLT, quelle que soit la couleur politique. Et nous avions en face la SNCF et le gouvernement, enfin, le représentant du ministre des Transports. Je peux vous dire que le ministre des Transports, il s'en est pris, mais alors, plein la gueule. Bon, on lui a dit que pour pouvoir régler le problème de la ligne POLT, c'était pas compliqué. Il avait encore 24 heures de réflexion et il pouvait remettre les 3 milliards et demi dont Manon a fait référence tout à l'heure et qui ont été supprimés, qui avaient été votés par tout le monde et qui ont été balayés par un coup de 49.3. Donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, cette ligne POLT, c'est vraiment l'exemple même des conséquences de la déréglementation, de l'ouverture à la concurrence et de l'éclatement de la SNCF en plusieurs services, je ne sais plus comment ils les appellent, secteurs de branches, hein, je crois que c'est 5 secteurs de branches. Le camarade, il nous disait, aujourd'hui, quand il y a des travaux, avant, il y avait des travaux, les trains pouvaient rouler, les travaux s'effectuaient parce que c'était assuré par un seul et même service, des agents de la SNCF sous statut. Voilà, et il y avait le monde pour pouvoir faire. Aujourd'hui, comme tout est passé en sous-traitance, eh bien, on n'est plus capable de faire rouler des trains en même temps que de faire des travaux. Voilà. Et donc, quand on a ces explications-là, eh bien, on comprend pourquoi la qualité de service public n'est plus celle qu'on devrait avoir. Bon, alors après, j'ai perdu, j'en suis où là? Ah ouais, les collectivités territoriales, puisque normalement, j'étais chargé un peu de vous parler des collectivités territoriales. Je voudrais, donc je suis revenu tout à l'heure sur la question du déroulement du budget. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont repoussé le débat sur les collectivités territoriales? C'est tout simplement parce que c'était un des sujets qui fâchait pratiquement tout le monde. Les LR, l'extrême droite, la gauche dans son ensemble, c'est le sujet sur lequel il y avait le plus grand des mécontentements. Pourquoi le plus grand des mécontentements? Ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, elles n'y arrivent plus à boucler leur budget. L'inflation, l'augmentation du coût de l'énergie. Alors, ils ont eu beau nous dire, pendant tout ce débat budgétaire, on a augmenté la DGF. Ah ouais, alors ça, c'était en permanence. La DGF augmente. Oui, ils l'ont augmenté, mais ils l'ont augmenté que de 3,5%. Et l'inflation, c'est combien? Ouais, c'est 7,6, voilà. Donc, bah, il en manque, hein. Donc, il en manque et les collectivités, bah, elles savent que déjà, elles avaient déjà eu fort à faire dans les coupes de la DGF. Et puis, ils nous ont fait le filet de sécurité, alors je dirais version 1, et puis ils ont fait la version 2 pour calmer un petit peu les esprits au moment du congrès. Et bien évidemment, les recettes des communes et des intercos sont en diminution. Je voudrais revenir un petit peu sur, t'en as parlé, sur aujourd'hui les collectivités, leurs recettes, c'est pratiquement plus que des dotations, des subventions. Elles n'ont plus aucune maîtrise de leurs propres recettes, parce qu'avant elles avaient l'impôt. Et chaque collectivité était en capacité de définir son taux de taxe d'habitation. On a même connu la taxe professionnelle, Sarkozy est passé par là, il l'a supprimée. C'est devenu, alors je ne rentre pas trop dans les détails techniques, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse CVAE. Et cette fameuse CVAE, eh bien, c'était 18 milliards auparavant qui rentraient pour les collectivités. En 2020,
ils ont fait ce qu'on a appelé le plan de relance. Et donc, ils ont voulu forcément donner un petit peu de grain à moudre aux entreprises et ils ont coupé 10 milliards. Si bien qu'aujourd'hui, cette CVAE, ça ne représente plus que 8 milliards. Et ils ont décidé de supprimer cette CVAE en 2 fois, 4 milliards en 2023 et 4 milliards en 2024. Le problème, c'est que ils vont compenser les collectivités. Mais ils vont compenser par ce qu'on appelle, et tu en as parlé, la TVA. Et voilà. Donc, ils vont prendre, forcément sur quoi? Sur les services publics. Puisque la TVA, tu l'as dit Manon, ça sert à financer nos services publics. Et donc là, ils avaient déjà supprimé la taxe d'habitation. Maintenant, c'est la CVAE, la taxe d'habitation, et était aussi compensée. Alors, compensée, je le mets entre guillemets. Hein, entre guillemets, parce que, bon, en général, les collectivités ne s'y retrouvaient pas tout à fait, et puis il n'y avait pas ce qu'on appelle la dynamique. Et là, entre la TH et la CVAE, c'est 25 milliards par an qui sont pris, je dirais, dans le budget de l'État pour être redonnés aux collectivités territoriales. Donc, on voit bien que l'impôt des collectivités, qui avait un lien direct avec le citoyen du fait de l'impôt, maintenant, l'impôt, il a un lien avec le consommateur, puisque c'est alimenté par la TVA. Et je ne reviens pas sur ce que Manon a dit tout à l'heure, sur le côté injuste de la TVA. C'est donc l'État qui se retrouve avec des recettes forcément en moins et qui creuse le déficit. Alors le déficit, alors, ils n'ont pas arrêté de nous parler du déficit. Hein. C'était ça. Il fallait... D'ailleurs, la droite, on va se le dire, hein, les LR, même s'ils n'étaient pas d'accord avec ce que proposaient les macronistes, eux, ils voulaient réduire encore plus les services publics, réduire encore plus, diminuer la dette. Donc ils ont trouvé un truc. Ils ont appelé ça la fameuse loi de programmation des finances publiques 2023-2027. Hein, leur objectif, c'était d'atteindre les fameux 3%. Faut qu'on atteigne ces 3% de déficit. Et donc, ils ont voulu imposer aux communes une baisse des dépenses de fonctionnement de 0,5% hors inflation. C'est-à-dire que tous les ans, les collectivités, alors celles qui ont des budgets de plus de 40 millions d'euros, voilà, c'est ça. Je me tourne vers la spécialiste des finances pour vérifier que je... et donc les 0,5% de dépenses de fonctionnement, sauf que cette loi de programmation, elle n'est pas passée. Et non, on a gagné, on a empêché, c'est parti au Sénat. Le Sénat, ils ont fait quelques petites modifs, c'est revenu, mais le gouvernement a considéré que ça n'allait pas. Donc, poum. Non, pas 49.3, parce que là, s'il faisait le 49.3, il grillait une carte. Parce que c'était pas un projet de loi de finances, c'est un projet de loi de programmation des dépenses publiques. Et s'ils grillaient leur carte sur ce projet de loi, ils ne pouvaient plus l'utiliser, par exemple, s'ils faisaient un projet de loi pour, je sais pas, le truc des retraites, là, par exemple. Voilà, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un autre truc, c'est qu'ils nous ont réintroduit par un amendement dans le budget la contrainte des fameux 0,5% de baisse des dépenses de fonctionnement. Voilà. Borne, elle nous a encore fait trouver une solution. Elle a réintroduit l'amendement dans le budget général et puis on a eu droit au je ne sais plus combien. Ça y est, on est au 10e 49.3. 2 mots quand même sur les conséquences pour les communes. Les communes aujourd'hui,
Vous le savez, dans notre programme, la commune, c'est pour nous le point de départ de lieu de démocratie. C'est là où on doit pouvoir normalement exercer le mieux le débat avec les citoyens. Je sais pas, j'ai cru comprendre tout à l'heure vous aviez quelques visées sur le bâtiment, le château, vous l'avez appelé comme ça, là, derrière, c'est ça, hein, juste là. Et les collectivités aujourd'hui, ils ont un projet en tête. C'est pas pour rien qu'ils étranglent les communes. Ils ont un projet en tête, c'est de mettre en place ce fameux conseiller territorial. Leur objectif, leur organisation des institutions, c'est l'Europe, les grandes régions, les grandes intercommunalités, et basta. C'est ça leur objectif. Ils veulent faire disparaître les communes. Les maires, aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'être étranglés. Ils n'en peuvent plus de la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, gérer une commune, ça devient de plus en plus complexe. C'est compliqué. Et ils n'ont plus non plus, parfois, les maîtrises de compétences, puisqu'ils ont tout transféré aux intercommunalités. Et donc, il y a beaucoup d'élus qui sont découragés. Et nous, ce qu'on a tout intérêt à faire, c'est à justement débattre avec eux, les accompagner, aider, mener la bataille dans l'hémicycle. Bon, vous avez compris que je suis un petit peu celle parmi le groupe qui essaye d'animer justement cette bataille autour des collectivités territoriales. Et avec Sébastien Rome et d'autres élus, on a lancé une consultation auprès des maires avec un questionnaire pour justement les inviter à débattre dans les conseils municipaux, à échanger aussi avec les citoyens, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est d'abord d'échanger avec les citoyens. Et ce midi, on a rencontré justement d'autres maires, ils ne sont pas forcément à gauche, hein, c'est des maires qui ont vraiment à cœur de satisfaire leurs habitants et qui voient bien qu'aujourd'hui ils n'y arrivent plus. Vous savez il y a justement ce maire de Champigny qui a non pas Champigny, Neuilly-sur-Marne, pardon, qui a lancé Stop Raquette, une pétition qui mobilise les élus pour essayer d'agir. Eh bien nous aussi, on est en train de faire ce questionnaire, ça s'appelle Allo Collectivité, c'est dans la même démarche qui a été lancée Allo Ségur. Et on va travailler, les rencontrer, discuter avec eux, les inviter à répondre à ce questionnaire. Et puis, on va mener la bataille. Merci. C'était trop long ? C'est jamais trop long, Catherine. Voilà. Bon, bonsoir à toutes et tous. Je vais faire comme Catherine et comme ça a été fait aussi au début par Manon, mais c'est remercier évidemment toutes et tous les militants qui ont permis de tenir cette soirée, cette réunion publique. Vous dire qu'effectivement, c'est le cas ici à Limoges, mais des réunions comme celle-ci, il y en a un peu partout en France depuis quelques semaines. La première, j'avais eu l'honneur qu'elle soit lancée, en fait, cette grande série de meetings contre la vie chère soit lancée depuis Clermont-Ferrand en présence de Jean-Luc Mélenchon. Mais depuis, c'est des dizaines et des dizaines de réunions publiques qui se tiennent jusqu'à ces vacances pour à la fois, effectivement, alerter, mais je pense que tout le monde sait bien ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est important quand même de mettre des mots, d'expliquer ce qui est en train de se jouer et puis aussi parler de nos solutions. Donc voilà, merci à toutes celles et ceux qui permettent ces moments-là parce qu'ils sont importants. Ils sont importants de pouvoir à la fois faire sortir ce qui se passe dans l'Assemblée, le diffuser à l'extérieur et puis aussi avoir une mobilisation en fait entre nous, se dire que voilà, il y a des solutions, il va falloir partir à la bataille, et ce qu'on n'a jamais arrêté de faire, mais là on est dans une situation qui est évidemment complètement catastrophique. Je voulais remercier aussi de l'invitation. Je suis là un peu en voisine, alors en voisine de pas la même région malheureusement, mais j'aime bien dire aussi que nous à Clermont on se battait un petit peu au moment de la grande fusion des régions. On avait fait la proposition qu'on soit fusionné plutôt avec le Limousin qu'avec Rhône-Alpes.
on trouvait qu'on avait quand même, on été une belle région, un peu cette terre du milieu, qui, voilà, de résistance, de solidarité. Enfin, ça aurait été fait un chouette truc. Bon, on s'est retrouvé. Qui aurait eu, je sais pas, on aurait trouvé un truc alternant ou un truc, je sais pas comment on serait organisé, mais je pense qu'on aurait trouvé. Mais pour dire que tout ça, c'est un projet politique, c'est un vrai projet politique et qui est là depuis des années. Alors Macron est le dernier qui le porte et qui le fait. Alors lui, avec vraiment beaucoup d'entrain et de zèle. Mais ce projet politique-là, c'est aussi un truc qui est vieux. C'est le libéralisme, c'est la mise en concurrence, c'est les grands territoires et c'est la casse des services publics qui va avec. Et effectivement, on parlait des transports. Je pense qu'on aurait eu plein de points communs parce que la ligne Paris-Clermont est une ligne aussi qui va très très mal. Alors pareil, on fait des réunions, on fait des colloques, on engueule le ministre, mais bon, et on va avoir des nouvelles rames comme vous, je crois que ça sera les mêmes. Elles vont être belles, mais il n'y a pas assez d'agents, il n'y a pas de recrutement de cheminots, on fait plus de maintenance, on fait plus rien, on met en concurrence, donc effectivement, même avec des jolies rames, on risque d'avoir un problème. Alors moi, le sujet que j'ai choisi, et on s'est un peu coordonné quand même si on est bien débordé. Moi, j'ai choisi de vous parler, alors c'est la vie chère, mais c'est surtout une grande bataille qui va venir. Et je pense que vous me voyez arriver. La grande bataille qui vient, évidemment, c'est celle contre la réforme des retraites à 65 ans. Et cette grande bataille qui vient, c'est un vieux projet, là encore, un projet où ils avancent régulièrement. Malheureusement, on le voit, c'est leur projet politique, c'est de nous faire travailler, évidemment, très longtemps. 65 ans n'est pas le but ultime à atteindre pour eux. Mais cette bataille, elle va arriver. Ils sont prêts. Alors, on devait avoir normalement d'ailleurs une présentation de la réforme des retraites à la mi-décembre. Et puis en fait, c'était aujourd'hui, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, puis après, ils ont décalé. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des élections professionnelles. Alors du coup, il y allait avoir des renouvellements dans les syndicats. Ça, c'est le premier truc qu'on nous a dit. Et puis, il y avait aussi des congrès politiques. Donc, il y avait aussi des renouvellements politiques. Donc, du coup, ils ont décalé. Bon, ils ont décalé parce qu'effectivement, ils savent que ça va être un gros morceau et que ça va être dur à faire passer. Mais pour le faire passer, ils ont des méthodes quand même qu'on connaît. Malheureusement, c'est le mensonge en fait, parce que leur politique quand même se base sur une perversion de ce qui est la réalité économique, sociale de notre pays. Leurs propres organismes qui font des études leur disent le contraire, mais ils vont quand même nous dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, j'avais envie de reprendre un petit peu les mensonges en fait de la Macronie sur la question des retraites. Alors c'est un peu la première fois que je fais ça, mais à la rentrée, on va lancer toute une série aussi de meetings et de réunions politiques évidemment à ce sujet-là, mais le premier mensonge qu'on entend beaucoup sur la réforme des retraites, c'est que, en votant Macron, on a validé cette réforme des retraites parce que c'était dans son programme. Donc ça, c'est un très très gros mensonge. Lui-même le sait, parce que alors là, je vais vous faire quelques citations. Il a déclaré le soir de sa victoire « Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Ce vote m'oblige pour les années à venir. » Et résultat, on nous bassine jour après jour, nous en commission des finances, mais partout à l'Assemblée nationale, que nous avons voté largement pour Macron et que du coup, ça valide la réforme des retraites. Sauf que d'une part, le vote largement pour Macron, on a une abstention record à cette élection présidentielle. Et évidemment, une grande partie des gens qui ont voté au second tour pour faire barrage à l'extrême droite et non pas pour adhérer au projet politique d'Emmanuel Macron, l'ont fait dans un souci de faire barrage à cette extrême droite. Donc il n'y a aucune adhésion majoritaire dans le pays à la réforme des retraites. C'est même pire que ça, il n'y a aucune adhésion, il y a une opposition très très forte à la modification de l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, c'est 70% des Français qui estiment qu'on travaille déjà bien assez longtemps. Et c'est 71% des Français qui sont pour un retour à la retraite à 60 ans, pour notre programme. Alors, il y a un autre mensonge, alors là, c'est Elisabeth Borne qui aime bien le raconter, celui-là aussi, on nous dit, mais attendez, cette réforme, c'est la réforme des retraites, on l'a fait simplement pour financer les retraites et pas autre chose. Sauf que Emmanuel Macron, dans le même temps, il n'y a pas si longtemps, c'était en mois de septembre, a pu dire que faire travailler les Français plus longtemps, c'est dégager des moyens pour financer d'autres grands chantiers. Et ça, on le sait, parce qu'on en a parlé d'ailleurs un peu avec Catherine.
c'est qu'en fait, leur grand chantier, c'est de comment faire baisser les impôts des plus riches et des plus grandes entreprises. C'est ça le chantier. C'est ça qui se cache derrière aujourd'hui cette réforme des retraites. C'est pas sauver le système des retraites, c'est faux. C'est faire en sorte que les plus riches soient encore plus riches, que les entreprises, les plus grosses entreprises puissent encore bénéficier d'exonération d'impôts. Et ça, faut le dire. Il faut le répéter parce qu'il n'y a aucune volonté de sauver notre système de retraite. Et effectivement, il y a quelque chose qui se trame, et nous, on en a beaucoup parlé en commission des finances, c'est ce dont elle vous a parlé, sur cette CVAE, donc c'est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, donc c'est ce qu'ils disent, c'est un impôt de production, alors c'est pas vraiment ça, mais peu importe. Ça coûte, ça fait rentrer, enfin ça coûte pour nous, parce que c'est des recettes que nous n'aurons plus dans les caisses des collectivités locales, donc dans les services publics locaux. Mais c'est surtout des cadeaux aux entreprises les plus grosses, en fait. Celles qui payent la CVAE, c'est pas la petite PME, c'est plutôt les grandes entreprises qui sont sur les territoires. Et ça, c'est 8 milliards qu'on fait comme cadeau aux grandes entreprises. Et c'est à peu près ce qui chiffrait au début sur leur réforme des retraites. Donc, il faut vraiment expliquer, je pense, aux gens qu'en fait, là, ce qu'ils veulent faire, c'est juste pouvoir financer les baisses d'impôts pour les plus riches de ce pays, que ce soit des ménages les plus riches, les grandes fortunes, les très très riches, ou les plus grandes entreprises. Et ça, Bruno Le Maire, il le dit très bien aussi, je vais reciter Bruno Le Maire, mais il a dit au MEDEF qu'il n'y a qu'à renoncer à la baisse des impôts de production, parce que si le MEDEF veut véritablement que nous réduisions les déficits et la dette, il faut qu'il soutienne la réforme des retraites avec enthousiasme et détermination. Donc il a bien expliqué au MEDEF, il a bien expliqué que si ils soutiennent la réforme des retraites, ça permet de baisser les impôts dans les entreprises. Voilà le projet politique aujourd'hui que Bruno Le Maire incarne très bien. Et effectivement, il y a la question de la dette. Ça, c'est la vieille rengaine. C'est le vieux truc où on nous explique que la dette... Et puis alors là, ils sont sympas. Hein. Ils parlent de la jeune génération, de qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants, vous vous rendez compte, la dette et tout ça. Bon, déjà, il y a une vraie question, c'est à qui appartient la dette. Ça serait très intéressant d'y répondre, parce que ça, c'est la vraie question aujourd'hui qu'il faudrait poser. Puis il y a une dette que nous, par exemple, on n'a pas envie de laisser justement à nos enfants, aux générations futures. C'est la dette climatique. Il n'y a que celle-là qui va compter, et que la dette économique, ça c'est une question de choix politique. Eux, ils font le choix de créer la dette climatique et la dette économique en ne faisant pas en sorte d'aller chercher l'argent où il est, les super profits par exemple. Alors, il y a un troisième mensonge qui est pas mal aussi, moi je l'aime bien celui-là, c'est que si on ne fait pas la réforme, on laisse le système par répartition en danger. Alors autant vous dire que, en plus, le système par répartition, autant vous dire que c'est pas ce qu'ils aiment le plus. Parce qu'il y a pas si longtemps, et le grand débat, c'était de savoir si on n'allait pas passer à capitalisation. Donc la répartition, c'est notre modèle social, effectivement, qu'on veut défendre, mais eux, je suis pas sûre qu'ils y soient si attachés. Par contre, ils savent très bien que là, s'ils font un package en cassant le système, là, c'est absolument intenable. Mais en plus, donc ça, c'est un vrai mensonge de fond pour eux, mais c'est un mensonge qui est très bien rappelé par le Conseil d'orientation des retraites. C'est rigolo parce que ça, c'est eux qui travaillent sérieusement sur la question des retraites. Et ils s'appuient beaucoup dessus, alors qu'en plus, le Conseil d'orientation des retraites dit souvent exactement le contraire de ce que raconte la Macronie. Parce que le Conseil d'orientation des retraites dit effectivement qu'on va avoir un petit moment moins bien sur le fonctionnement des retraites, mais que tout ça, ça va pas se creuser plus que ça. Et ça va même s'améliorer de 2032. Et ça pourrait même s'améliorer plus vite. Et là, on a quelques solutions. Par exemple, si on compensait les exonérations au niveau de la sécurité sociale. Par exemple, si on faisait aussi cotiser les systèmes de retraite par capitalisation qui existent. On pourrait aussi, en arrêtant de faire des politiques austéritaires dans les services publics, en embauchant des agents, ça créerait de l'emploi évidemment, donc c'est des cotisations qui rentrent. Si on arrêtait de geler, de dégeler si peu régulièrement les points d'indice, et ça augmenterait les cotisations. Puis il y a d'autres solutions encore qu'on a apportées dans la campagne. Par exemple, si on était vraiment à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, je peux vous dire que notre système, il irait bien mieux. Et puis, il y a une autre chose aussi qu'on aime bien rappeler. Mais si on redirigeait l'argent des actionnaires vers les salaires, vous vous rendrez compte de tout l'argent qu'on pouvait rentrer dans notre système de retraite? On en a des solutions. Alors, je vais pas remettre une couche sur les super profits, mais quand même, parce que ça a été quand même un gros dossier pour nous. Ça fait le mandat d'avant, les collègues avaient déjà commencé à bien parler de ça.
dès le début du mandat, les super profits ont été au cœur du débat sur les finances, évidemment, parce que on était quand même un peu idiots. Nous, on était entourés de pays européens qui sont pas plus gauchistes qu'ici, mais qui avaient mis en place des taxations exceptionnelles sur les super profits. Et pendant ce temps-là, nous, on avait Bruno Le Maire à la télé qui disait, moi, les super profits, je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Enfin, ça existe pas. Alors maintenant, il a quand même un peu cheminé, on lui a bien tabassé quand même, on a passé du temps à en parler par des amendements dans l'hémicycle, dans les commissions, donc bon, il a reconnu qu'il y avait des super profits, donc ils essayent de mettre une petite taxe, une taxounette sur quelques super profits, ce qui ramène très très peu d'argent, alors que ce qu'on proposait, c'était au moins 10 milliards qui rentraient dans les caisses d'État, ça pouvait financer un paquet de choses, hein. Par exemple, aider pour augmenter les salaires, augmenter le SMIC, qui entraîne évidemment après, fait un effet levier sur les salaires. Bon. Bruno Le Maire, il met beaucoup de temps à comprendre. Il nous explique aussi que, par exemple, dans l'alimentation, il y a de l'inflation, mais c'est pas du tout lié à la spéculation. Il n'y a pas de profiteurs de ça, en fait. C'est pas ça. Voilà, c'est juste ça augmente. Donc voilà, bon, il est ministre de l'économie. Alors il y a le quatrième mensonge que je voulais donner ce soir. Hein. Après, il y en avait plein d'autres, mais il fallait quand même faire des choix. Je voulais pas vous parler 2 heures, mais il y a une liste qui est très très longue. C'est la question des pensions, parce que quand on parle retraite, on parle aussi des pensions. Et les pensions aujourd'hui dans notre pays, elles sont évidemment très très basses. Énormément de retraités vivent sous le seuil de pauvreté, et ça on le sait. On a aussi beaucoup parlé de ça pendant notre campagne. Et donc cette réforme, pour eux, elle est indispensable pour protéger le pouvoir d'achat des retraités. Alors bon, ça c'est pareil, c'est un mensonge, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de réforme pour protéger le pouvoir d'achat des retraités. Il faudrait juste revaloriser les pensions, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pension sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Enfin, il y a plusieurs solutions. Par exemple, Macron, il a réussi à faire quand même 10 milliards d'économies en sous-indexant les pensions. Donc ça permet quand même de laisser les gens dans la pauvreté, et en plus de dire que voilà, j'ai fait quelque chose, mais pas grand-chose, quoi. Et il n'a pas revalorisé non plus depuis 2018. Donc ça veut dire qu'il y a une perte de pouvoir d'achat des retraités qui est importante, hein, et qui risque d'augmenter dans les mois qui viennent. L'augmentation la baisse va augmenter, je sais pas comment j'ai dit, là j'ai fait un truc macroniste un peu, là c'est bizarre. Bon, tout ça pour dire que la baisse, les pensions ne sont pas liées à cette réforme de retraite, c'est un vrai mensonge. Ça c'est du chantage qu'on fait aux petites pensions, à leur faire croire que du coup, il faudrait que la nouvelle génération travaille plus longtemps et ça serait comme ça qu'on améliorerait la situation des retraités. C'est faux, il y a des leviers là encore, il y a des solutions politiques, c'est des choix politiques, mais malheureusement, effectivement, ce ne sont pas ces choix-là qu'ils font, ils vont vers un autre chemin, c'est toujours plus de concurrence, toujours plus de casse sociale, toujours plus de libéralisme, et les conséquences, voilà, elles sont là. C'est la vie chère, c'est nos vies, c'est les loyers qui sont trop hauts, c'est évidemment l'alimentation qui est pas tenable. La bataille sur les retraites, je voulais donner quelques chiffres quand même pour avoir aussi un peu des arguments, parce que je pense que c'est important qu'on soit aussi un peu armé, parce qu'on nous répète quand même d'autres mensonges, mais c'est sur aussi l'inégalité profonde qui existe entre les classes sociales sur la question des retraites. Quand on sait, par exemple, que la moitié des hommes les plus modestes de 60 ans ont 30% de risque d'avoir plus de perdre de la retraite. On sait que, par exemple, les exploitants agricoles et les ouvriers sont plus de 20% à être en incapacité dès leur première année de retraite. Ce qui n'est pas le cas chez les cadres, on est à 12%. On sait, par exemple, ça c'est pas nous qui le disons, hein, c'est l'INSEE, mais qu'à 35 ans, un ouvrier a une espérance de vie 7 ans inférieure à un cadre. On sait clairement que cette réforme-là, elle va toucher évidemment les classes sociales, les classes populaires, la classe moyenne, celles et ceux qui ont des travaux, les boulots les plus difficiles, qui portent des charges, qui sont en usine, qui sont caissières, qui sont auxiliaires de vie, qui sont à l'hôpital. C'est évidemment ces personnes-là qui vont servir à financer les baisses d'impôts des plus riches, parce que eux ne bénéficieront pas de leur retraite, n'en profiteront pas. Donc la bataille, elle est là, elle est sociale. Elle effectivement, on va vraiment avoir une responsabilité très très importante. On a cette grande responsabilité. Ça a été rappelé, on a un gouvernement qui est faible en fait. On parle beaucoup de brutalité, mais moi j'ai envie de parler de faiblesse. Ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires dans le pays, ils sont minoritaires à l'Assemblée. Donc ils sont faibles. Mais quand on est faible, effectivement, ça rend un peu agressif. On essaye d'être autoritaire. Et donc, évidemment, on fait 10-49-3 en quelques semaines. 10-49-3. Alors on va nous dire Rocard a fait mieux, effectivement. Mais alors moi je suis pas comptable du bilan de Rocard, donc ça me gêne pas. Mais 10-49-3 sur des budgets. Et là, sur la réforme des retraites, comme on nous l'a pas présenté, on ne sait toujours pas
où on va devoir nous mener la bataille parlementaire. Est-ce que ça va être un projet de loi de réforme des retraites où ils pourront utiliser leur 49.3 ? Ou est-ce que ça sera le plan le plus petit, le plus faiblard justement, de faire un espèce d'amendement dans un projet de loi de finances rectificatif, ce qui leur permet d'utiliser un 49.3 à volonté, comme ils l'ont fait là sur le début de l'année. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mardi dernier, il y avait les questions gouvernement, les QAG, et Mathilde Panot, notre présidente de groupe, a posé la question, c'était la première question de la journée, directement à Elisabeth Borne, allez-vous utiliser le 49.3 ? Allez-vous utiliser ce 49.3 ? Nous n'avons encore pas eu de réponse. Alors nous, on se prépare à une bataille. Je pense que collectivement, que ça soit effectivement à l'Assemblée, mais les syndicats, les associations, tous les collectifs qui militent pour changer aujourd'hui le fonctionnement de ce pays, pour réduire les inégalités, vont se préparer à cette bataille. On ne sait pas comment on va la mener, mais ce qu'on sait en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il faut la mener de manière la plus unitaire possible, la plus large possible. Il faut un véritable front social et politique sur cette question-là. Moi, je sais, on parlait de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Eh ben, on en a un front qui est là. Un front de gauche, oui, qui est là à l'Assemblée nationale et qui fonctionne, qui travaille ensemble, alors qu'ils s'engueulent, hein. On va pas se mentir, hein. Des fois on n'est pas d'accord, et c'est pas grave. Par contre, on sait là où on a notre responsabilité. Et cette semaine, on a tenu une conférence de presse commune, justement, pour annoncer cette grande bataille des retraites. Se dire qu'on va la faire ensemble, qu'on va la mener ensemble, aux côtés des syndicats, qui eux aussi sont groupés et ensemble. Et nous, les syndicats vont appeler, vont travailler, vont mobiliser dans les entreprises. Nous, on va mobiliser dans la population. Il y a une première date qui est issue des organisations de jeunesse qui a appelé à Paris pour une grande manifestation le 21 janvier. Donc voilà, on va commencer, ça va aller vite. Là, moi, on va partir aussi se reposer un petit peu, tous et toutes, parce que c'est important aussi de reprendre des forces. Je pense que tout le monde est très... on a donné sur l'année dernière avec 2 campagnes excellentes. Nous, on donne à l'Assemblée, vous donnez évidemment sur le terrain, dans nos organisations. On va prendre quelques jours de repos, c'est la trêve, on la connaît. Par contre, dès la rentrée, il faut que nous soyons prêts, nous devons être à la hauteur, parce que l'enjeu, il est effectivement de sauver notre système de retraite, de ne pas partir à la retraite plus tard, de proposer un autre projet politique et surtout, de ne pas laisser 1 millimètre au Rassemblement national dans cette bataille. Et ça sera une grande responsabilité. Attendez, on s'installe. Hein. Roulement. Bon, ça va ? Vous me laissez une seconde, là, c'est un peu le bazar. Puis je vais ramener ça par là. Ça va, je vous cache pas ici ? Je vous laisse, sinon vous écartez un petit peu vers la droite. Ouais. Alors, je vous mets même un petit chrono, si vous voulez. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas trop dépasser. Ça vous va si on se dit jusqu'à 10h10, un truc comme ça, 10h15, vous avez le temps ou pas ? Ouais, ça va ? Bon. Voici, vous allez bien déjà. Ouais, ça va, vous avez tous l'air d'avoir la forme. Non, mais déjà, je vais commencer un peu comme le faisait tout à l'heure Manon, Marianne, Catherine. Je vais commencer en remerciant les militants. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se dire, mais ça va, les militants, ils ont été assez remerciés, maintenant c'est bon. On va devoir leur donner de l'argent. Après, ça va être ça le stade au-dessus, juste au-dessus, quoi. Mais non, je vais les remercier parce que c'est quand même un boulot qui est fait. Enfin, c'est organiser toute la salle, c'est faire la communication autour, c'est aller coller, c'est aller se faire décoller par la mairie, c'est aller recoller par-dessus, c'est se refaire décoller. Donc en plus, c'est jamais pour être fier de son travail. Et donc je vais remercier tous ces militants, donc Jean-Louis, François, Francis, Benjamin, Thérèse, les Maximes, dont un d'ailleurs qui a été élu délégué du personnel à Esquirol, on peut le féliciter. Marilo, Violaine, Légui, Guillaume, Bruno, Candy, Romain, Luc, Gabriel, Jackie, et j'en ai un paquet d'autres. Je suis assez content, moi, de faire ce meeting ici. Bon, au début, on avait demandé une autre salle quand même, mais bon, on a eu celle-ci. Mais je suis quand même content d'être ici, parce que la dernière fois qu'on est venu ici, c'est vrai que c'était pendant la campagne des élections législatives, donc pour élire des députés. Et on avait une salle qui était à peu près autant remplie. Et donc c'est quand même une satisfaction, parce que c'est en fait notre première réunion publique depuis qu'on est élu à l'Assemblée nationale. Donc j'étais assez heureux de la refaire ici, de pouvoir vous reparler. Stressé? On était... Tu stressais là pour ce soir? Ouais. Bah ouais, je me disais, faut qu'on soit à la hauteur, quoi. Faut pas qu'on fasse moins que ce qu'on a fait pendant la campagne. Donc bah maintenant, c'est à vous de vous applaudir, parce que merci beaucoup d'être venus en nombre, et ça fait plaisir et ça lance de belles batailles.
Bon, évidemment, merci à Marianne et Catherine et à Manon. Est-ce que vous savez pourquoi c'est Marianne, Catherine et Manon qui sont là ce soir? Au moins pour Marianne et Catherine, parce que Manon c'est notre voisine, on la connaît un peu. Et pour Marianne et Catherine. C'est nos voisines aussi, ouais, c'est vrai, mais il y a un peu de ça. En vérité, c'est que au début, moi, je voulais faire un meeting Grand Limousin, quoi. Je m'étais dit, maintenant, ça va, parce que tout le monde me disait faire Nouvelle-Aquitaine et tout ça. Et je disais, ah non, pas trop et tout. Alors, il y avait les collègues de la Gironde qui voulaient venir. On se disait, ah, tu veux pas aller faire autre chose? Et genre, comme ça, on va aller faire un vrai meeting Grand Limousin. Et bon, dans l'idée du Grand Limousin, je me suis dit, on va pouvoir y mettre l'Auvergne parce que c'est vallonné comme nous. Et que des fois, on a le sentiment, et en plus, on a des Creusois qui supportent Clermont au rugby. Donc, je me suis dit que bon, on pouvait élargir à peu près au niveau de Clermont. Bon, et on n'a pas pu faire venir la Corrèze, du coup, mais il y a quand même les militants de la Corrèze qui sont là, donc bravo à eux. Mais bon, les députés de la Corrèze n'étaient pas nécessairement disponibles. Bon, aujourd'hui, c'est un moment de présenter un peu notre lutte contre la vie chère, pour les services publics, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi un moment pour nous de faire le bilan, et je pense que c'est un peu ce qu'on a fait en racontant ce qu'on faisait à l'Assemblée nationale. Et mais du coup, moi, j'aimerais introduire notamment par la question de la santé. Et après, je vous parlerai de Noël. Les deux choses sont pas tout à fait liées, mais vous allez voir, faudra suivre le cheminement. Sur la question de la santé, notamment, c'est parce que bon, peut-être qu'il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Mais du coup, après, c'est vrai que pendant l'élection, les législatives et aussi pendant la présidentielle, nous, on avait été un peu frustrés avec tous les camarades, etc., de pas parler de santé, quoi. On avait le sentiment que c'était un sujet qui n'existait pas, parce que, alors qu'on sortait de 2 années de Covid, pour les Français, c'était le sujet numéro 1, mais on avait l'impression que la santé, l'hôpital, qu'on voyait s'effondrer à vue d'œil, ça n'existait pas. Donc, une fois qu'on a été élu, j'ai envoyé un message à mon collaborateur Benjamin, qui doit être juste là, qui fait des photos ici, pour lui dire, bon, il faut, maintenant qu'on aille faire un truc sur la santé, il faut absolument qu'on mette la santé à l'agenda. Et pour ça, du coup, on est allé se camper devant le CHU de Limoges avec une petite tente, une caméra, et on a démarré ce qu'on a appelé ensuite des commissions d'enquête populaire. L'idée, c'était donc on se posait, on interrogeait quelques médecins, on filmait, on mettait ça sur les réseaux, on faisait venir la presse. D'ailleurs, non, vous étiez pas là, vous, le populaire, ce jour-là. Non, ouais, pas toujours là au bon endroit. Hein. Et non, c'était une blague, hein. C'est une blague. Vérifiez ce qu'il écrit quand même. Non, oui. Ce sera dans. C'est qu'on a eu, bref, on vous racontera après. Et donc on voulait mettre le sujet de la santé à l'ordre du jour. Et donc on a fait ces commissions d'enquête populaire. Pourquoi aussi? On a appelé ça Allo Ségur. Pourquoi aussi? C'est parce que c'était au mois de mai, Emmanuel Macron démarre une mission flash sur les urgences. Une mission flash, c'est-à-dire le mot mission flash, ça vient des cabinets de conseil qui lancent des missions flash. Donc Emmanuel Macron, sans doute, il doit avoir 2-3 copains dans les cabinets de conseil, donc il a aussi appelé ça des missions flash. Peut-être qu'il en connaît quelques-uns, je sais pas avec qui il mange. Mais ils avaient lancé une mission flash sur les urgences, et la mission flash, en fait, c'était de savoir comment on allait résoudre le problème des urgences pour l'été qui arrivait. Nous, on s'est dit de notre côté, bon, c'est de bon augure, c'est bien qu'il lance enfin une mission flash, ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir, il a déjà fermé 20 000 lits, on a passé le Covid 2 ans, bon, maintenant il a peut-être besoin de voir les résultats et voir comment ça se passe à l'hôpital. Mais on s'est quand même dit, on va lancer notre propre enquête de notre côté, parce que c'est vrai qu'on on n'y croyait plus, donc on n'était pas déçus, mais quand on y croit un peu, en général, à ce gouvernement-là, on est très rapidement déçus. Et c'est vrai que l'enquête qu'on a menée, donc on est allé dans plus de 70 établissements de santé. On a fait un rapport, ensuite on a écrit des amendements avec, on a rencontré des gens, et c'est beaucoup de soignants. Et c'est vrai que, en fait, quand on voyait les résultats de la mission flash de François Braun, donc le ministre de la Santé, c'était de fermer les urgences. C'est vrai que sur le coup, on est stupéfait, quoi. On se dit les urgences vont pas bien, du coup on les ferme, en fait. C'est incroyable, c'est comme si on fermait l'Élysée, quoi. Mais bon, on aurait peut-être dû le faire un jour. Et donc l'enquête, c'était de fermer les urgences. Et c'est vrai que nous, on a quand même eu des résultats qui étaient relativement différents. Et quand on a mené notre enquête, je vous raconte les résultats à peu près. On est allé à Saint-Louis, donc pas dans le Missouri, mais l'hôpital qui est à Paris. On est allé à Bourg-à-Neuf avec la collègue Catherine. On est allé à Chinon, on est allé à Orléans, évidemment Limoges, comme je vous l'ai dit. Et c'est vrai que les résultats qu'on a eus n'étaient pas du tout les mêmes. C'était pas fermer les urgences. C'était des gens qui demandaient plus d'hôpital, justement, et pas moins d'hôpital, et plus de santé. On a vu que 2 tiers des soignants, par exemple, risquaient le burn-out. On a eu des témoignages. C'était par exemple le cas d'Emma, qui était infirmière à Saint-Louis, à peine 3 mois dans le service. Elle nous racontait, qu'elle était déjà une des plus anciennes du service. Elle avait 24 ans, elle avait mal au dos, et elle voyait déjà un psy. C'est aussi le cas de Stéphane, qui est dans la salle d'ailleurs, si je le vois toujours. Il est dans la salle, qui est aide-soignant à Chastin, et qui nous expliquait à ce moment-là que
lui devait passer aussi son temps à s'excuser parce qu'il avait jamais le temps de faire son travail correctement. C'est aussi des fois pire. Enfin, on a eu des cas, notamment, je me souviens à Orléans où on a vu des gens décédés dans les couloirs. Et quand on voit ça, on se dit mais quand même que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'on laisse un gouvernement comme ça et que le gouvernement ne prenne pas la responsabilité de se dire mais l'hôpital est en feu, les gens n'en peuvent plus, ils veulent partir, mais eux ne font rien. Donc nous, on commence à faire notre travail de député, c'est-à-dire, on le faisait déjà avant, mais c'était de se dire d'aller les voir, porter des amendements, faire des propositions de loi, etc. Et c'est vrai qu'à mesure, et là on se confronte à quelque chose qui est... je vous raconte après ça. Mais dans le même temps, en fait, donc on a fait notre enquête, et ce qu'on voit en parallèle, c'est, je sais pas si vous avez entendu parler de la pédiatrie. On voit qu'il y a des soignants qui appellent Emmanuel Macron à réagir sur la pédiatrie, avec 4000 pédiatres qui signent une tribune, puis 10 000. On a aussi, nous on avait des soignants dans les hôpitaux parisiens qui nous racontaient que c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient des gens être intubés dans les couloirs, et c'était des enfants. Mais que même pour le Covid, ils avaient jamais intubé ou mis sous respirateur dans les couloirs. C'est aussi une psychiatrie qui s'écroule. Je pense que les collègues, non, faut pas non plus forcer, mais les camarades qui sont d'Esquirol, qui sont là, pourraient en témoigner. À quel point la psychiatrie est laissée à l'abandon. Et on voit tout ça, et je vous avoue que ce qui est grisant quand on arrive à l'Assemblée nationale, quand on voit tout ça, c'est qu'on a beau avoir vu 200 personnes, même 500 témoignages, discuter, là vous vous installez dans votre fauteuil de la commission ou de la séance, dans l'hémicycle, et il y a des gens qui vous regardent et qui vous disent c'est pas vrai. On a des gens qui vous disent non mais l'hôpital il y a pas de problème parce qu'il y en a toujours un. Moi j'y suis allé à l'hôpital l'autre jour et tout, pas de problème. Et ça c'est quand même grisant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans l'Assemblée nationale il y a une espèce de décalage avec la réalité. Et je pense que c'est aussi pour ça que nous on a toujours intérêt à faire corps avec le mouvement social et avec les gens tout le temps, non seulement parce qu'on les représente et que c'est le b.a.-ba, mais aussi pour toujours être raccroché aux réalités. Moi je disais toujours avant d'être élu, je disais que il fallait que avant d'être élu, ici, je disais de toute façon, moi, je vais être élu, c'est très bien ou je sais pas trop, mais c'est surtout à vous. Vous aurez plutôt intérêt de mettre des coups de pied aux fesses pour être sûr que ce que je fais est à la hauteur de ce que vous espériez. Et je pense que ça montre aussi que c'est important. C'est-à-dire qu'on est toujours nous face à des gens et on doit toujours mener un combat face à des gens qui nous disent que de toute façon, tout ce qu'on dit c'est pas vrai. On parle des salaires, on parle de l'hôpital, on parle du reste, on nous dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de problème. Et donc et c'est aussi une déconnexion grisante parce que nous on avait proposé par exemple qu'il y ait une hausse du budget pour l'hôpital. On avait proposé par exemple qu'il y ait des ratios. Les ratios en fait c'est proposer que quand les soignants, c'est qu'il y a un nombre maximum de malades par soignant. Ça existe dans certains services, mais l'idée c'est d'en mettre partout parce que comme ça quand les gens ils arrivent à l'hôpital on leur dit pas tu vas gérer tous les malades, mais on leur dit t'as un certain nombre de malades que tu dois gérer. Nous ça avait été beaucoup bossé ça. Et puis là donc j'arrive à l'Assemblée et donc je propose les ratios la première fois. Et là, il y a un député de La République En Marche qui me dit oh non, les ratios, c'est trop de contraintes, arrêtez de saouler les soignants avec ça, ils ont déjà plein de boulot. Je dis c'est pas possible quoi, enfin c'est eux qui le proposent. Je dis non, mais c'est eux qui le proposent et tout. Et en fait, il me dit ouais non, mais si on fait des ratios, de toute façon, on va devoir fermer tous les lits parce qu'il n'y a pas assez de soignants. Je dis, ah oui, effectivement, oui. Et donc après, quand tu embrayes là-dessus, ils disent non, mais de toute façon, c'est pas vrai, vous criez tout le temps sur l'hôpital, mais en fait, ça se passe bien, etc. Ensuite sur l'argent. Et là c'est une petite anecdote intéressante. Enfin moi je la trouve intéressante. Je ne la trouve pas intéressante, vous me direz derrière, j'arrêterai de la sortir à chaque fois. Et sur l'argent, c'est que nous, en fait, quand il y a eu le budget pour l'hôpital public, on s'attendait à ce qu'il y ait des hausses de budget. On se disait quand même 2 ans de Covid. Et donc la première fois qu'on lit une loi de programmation des finances publiques, ça a l'air technique, mais en gros c'est un texte qui dit pour 5 ans combien on va dépenser, mais surtout combien on va pas dépenser, combien on va faire d'économies. Et là on voit dans le texte 3,5 milliards d'économies sur l'hôpital dès 2024. Enfin, sur la santé, sur la sécurité sociale. On voit 1 milliard d'euros d'économies pour l'hôpital dans les 2 années à venir. Et là, on se dit, mais c'est quand même pas possible, quoi. Et alors, François Braun, qui est médecin urgentiste, c'est là ma petite anecdote intéressante. C'est François Braun, du coup, qui est ministre de la Santé, qui est un ancien urgentiste, à chaque fois nous dit, mais moi, je suis urgentiste, je connais la réalité, etc. Vous n'êtes pas urgentiste, c'est vrai, je suis pas urgentiste. Et donc, au bout d'un moment, moi, je lui avais tendu une blouse dans l'hémicycle d'une soignante qui avait démissionné. Et à la fin, je vais le voir, on sort dans les couloirs et je vais le voir. Et je lui dis, mais enfin, quand même, monsieur le ministre, le budget, ça va pas, quoi. Il y a pas assez d'argent, là, quand même. Enfin. Et là, il me dit, non. Non, il n'y a pas assez d'argent. Hein.
J'ai dit bon, et là on est pris dans un truc parce que des fois vous savez, on dit souvent que c'est langue de bois, mais en fait c'est pas langue de bois, c'est langue de coton quoi. Parce que le bois on peut taper dessus. Là on peut pas taper, on est face à quelqu'un et on est vraiment, on est mou quoi. Donc on peut, et genre moi je suis un peu surpris, je lui dis ben alors, on fait quoi? Du coup il me fait ah ben il y a eu pire. Bon. Et là je lui dis bon ok, d'accord. Et du coup il me dit non mais vous savez là en ce moment là je fais le Conseil national de la refondation auquel j'ai participé moi. En fait, le Conseil national de la refondation, c'est un truc où il demande, c'est comme le grand débat mais pour la santé. Enfin, pas que pour la santé, mais là il y a une partie santé. Attendez, spoilez, racontez pas tout en avance. Et il me dit, non mais vous savez, j'y crois beaucoup au Conseil national de la refondation parce que vous savez des fois, c'est juste des ampoules à changer dans les hôpitaux. Et là, je me suis dit d'accord. En fait, là on va avoir un vrai souci quand même, et c'est aussi face à ce principe de réalité là. Et en fait, on se dit dans ces moments-là qu'ils ne font que naviguer à vue. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet pour l'hôpital. Autant que Macron, le projet, il sait le crier, mais le faire, c'est autre chose. Parce que du coup, on a vraiment le sentiment qu'ils ne font que naviguer à vue et qu'il ne se passe rien. Évidemment, tout ce qui s'est passé derrière, vous connaissez la suite. Quand on a voulu faire voter les budgets sur les hôpitaux, etc., ça a été un 49-3 classique. Et ils nous ont dit non, finalement, pas de débat. Ils ont dit on a mis 49-3 parce que vous vouliez pas débattre. Mais bon, c'est quand même con quand on veut débattre de mettre des 49-3. De quoi? Parce qu'on voulait pas voter le texte, du coup ils l'ont passé en force. En fait, ce sentiment de naviguer à vue, c'est vrai que c'est un sentiment qu'on peut avoir partout. Donc on l'a sur la santé, on l'a sur l'énergie, et puis moi j'avais un dernier exemple, c'est sur... merde, j'avais des fiches et un truc. C'était sur l'industrie notamment. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé avec Maxime, qui est mon deuxième collaborateur, et Gaël, qui doit être dans la salle aussi. Et on est allé dans une usine dans le Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ça c'est du sel, hein, c'est pas ce que vous croyez. Vous savez ce que c'est? Ouais. C'est une poche de perfusion de paracétamol. Pourquoi je vous montre ça? Personne va être perfusé, d'accord? C'est parce que nous, on avait fait une question au gouvernement sur la question de l'industrie du médicament. Je ne sais pas si dans la salle vous avez des enfants, s'il y en a qui ont eu des angines, il fallait aller récupérer de l'amoxicilline en pharmacie. Et souvent, on nous disait l'amoxicilline qui est un antibiotique. On nous disait, mais il n'y en a plus en fait, on ne peut plus se fournir. Donc nous, on avait posé une question au gouvernement, en gueulant un peu, mais en leur disant, aujourd'hui, il n'y a plus de médicaments. Pourquoi? Parce que dans les années 80-90, vous avez tout délocalisé. Et aujourd'hui, vous faites n'importe quoi et vous continuez de le faire. Et le peu que vous relocalisez, ça ne suffit pas. Et donc là, le ministre de l'Industrie nous dit « Non mais arrêtez de faire flipper tout le monde, vous dites n'importe quoi, parce que de toute façon, nous, on va relocaliser le paracétamol. » Bon, déjà, c'est bien, mais l'amoxicilline, c'est pas du paracétamol, et en gros, ils veulent relocaliser que 5% des 400 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qu'on aurait besoin de faire sur notre territoire. Hein. C'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui le dit. Hein. C'est un peu technique tout ça, mais en gros, ils vont en relocaliser à peine 5% des médicaments d'ici 2030, et donc tout le reste, on pourra être à poil. Et puis un jour... J'entends à la radio, du coup, qu'il y a une usine dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais, ouais, qui va fermer, parce qu'elle n'a pas de repreneur. Et cette usine, c'est la seule usine française qui fabrique du paracétamol en poche de perfusion. La seule entreprise 100% française. Donc on est allé les voir 2 fois, 3 fois, on était à Bercy, donc au ministère de l'économie hier avec eux. Et en fait, on comprend à ce moment-là, donc ils sortent du ministère. En fait, la boîte, c'est 550 salariés quand on compte les intérimaires. Mais en fait, les hôpitaux français, plutôt que de commander dans la boîte française, ils préfèrent commander dans la boîte allemande. Parce que c'est moins cher. Et du coup, la boîte, elle va fermer, en fait, à la fin du mois. Et c'est-à-dire que quand ils sont allés au gouvernement, quand ils sont allés à Bercy, le gouvernement leur a dit, on peut rien vous promettre. Donc ça veut quand même dire que, souvenez-vous-en, parce que quand on sera à poil sur les poches de perfusion de paracétamol, on pourra en discuter et on dira, oui, mais on pouvait rien faire. En fait, on ne pourra rien faire si on reste dans les lois du marché. Si on reste à naviguer à vue et à laisser tout à ceux qui veulent faire des profits sur la santé, ça marchera jamais. Mais de la même manière que sur les retraites, si on laisse la réforme des retraites à ceux qui de toute façon ont tout intérêt à faire bosser plus la majorité de la population, ça ne marchera jamais. Et là-dessus, je pense que c'est pareil, on pourrait en parler. Pour moi, c'est que leur mentalité n'a pas changé. Leur stratégie de déménager le monde. On pourrait parler des éleveurs aussi dans le coin. Rien à voir avec le paracétamol. Et encore que, parce que par exemple, sur les éleveurs, on continue de signer des traités de libre-échange. Il y a eu le Canada, là maintenant il y a eu le Chili, il y a pas longtemps, on négocie avec la Nouvelle-Zélande pour importer des bovins depuis
ces pays-là et pour mettre en concurrence nos éleveurs. Et qu'est-ce qui va se passer dans quelques années quand on voit les éleveurs qui sont pourtant pas tous d'accord avec nous? C'est qu'en fait, il n'y en aura plus parce qu'ils sont mis en concurrence avec des gens à l'autre bout du monde, leur salaire baisse et du coup face à ça, ils commencent à fermer les exploitations et puis un jour on se dira peut-être ah bah merde, on est à poil, on n'est plus capable de faire de la nourriture, de faire du bœuf. Et je pense que ça aussi, nous, on doit se battre aussi contre ça parce qu'aujourd'hui, en fait, ils nous imposent une folie dont personne ne veut. Et si on ne se bagarre pas demain pour ça, en vérité, c'est notre planète qui va en souffrir, mais c'est nous, c'est notre pouvoir d'achat et c'est aussi tous ceux qui travaillent dans ce pays. Sans très grande transition, mais je voulais aussi vous parler de Noël. En ce moment, je ne sais pas si vous savez, mais on fait une collecte de Noël. On collecte des jouets à la permanence qui est au 45 rue Cruveillet, donc en face des impôts. On collecte des jouets. D'ailleurs, si vous n'en avez pas donné, vous avez jusqu'à... il est où Benjamin, jusqu'à demain? Jusqu'à aujourd'hui, mais on les prend jusqu'à dimanche. Bon, si vous avez des jouets sur vous pouvez nous les donner maintenant. Et du coup, sur la question de Noël, ça nous permet de parler un peu des salaires. En fait, pour nous, on a organisé des permanences délocalisées devant des supermarchés. Donc on en a fait une dans la galerie du Leclerc, puis devant en Bazac l'autre jour, là où il faisait -5, on n'est pas resté très longtemps honnêtement. Et puis en fait, on l'avait fait cet été aussi sur les super rues en Bazac, au Palais. L'idée, c'était déjà cet été de comprendre un peu, avec la hausse du pouvoir d'achat, quel allait être l'impact pour les gens directement. Est-ce qu'ils allaient partir en vacances? C'était la question... Comment? J'ai dit la hausse? Ah ben la baisse. La hausse, ça dépend pour qui. Il y en a, ça va. Mais pour la baisse du pouvoir d'achat. Et c'est vrai que déjà pendant les vacances d'été, les gens nous disaient en fait moi cette année je pars pas en vacances. Moi j'ai 1800 €, j'ai 2 enfants. Il y a pas si longtemps que ça, c'était plutôt une position tout à fait honorable. Mais aujourd'hui je peux plus vivre avec ça. Enfin je peux vivre mais je peux pas partir en vacances. Et parce que la vie c'est vivre, mais en fait c'est pas survivre. Et c'est aussi pouvoir partir en vacances, pouvoir partir avec ses proches, profiter, faire du sport. Et on se rendait compte à ce moment-là que c'était pas possible. Et donc pour Noël, on a décidé de faire la même chose parce qu'on s'est dit que si cet été c'était une catastrophe à ce point, qu'est-ce que ça allait être à Noël avec acheter des jouets, recevoir des gens pour manger, etc. Et là, c'est vrai qu'on a vu des gens qui nous ont dit qu'ils accrochaient plus de guirlandes cette année. Pas par choix, c'est parce que l'électricité a tellement pris une claque que du coup ils veulent même plus brancher les guirlandes. C'est aussi, ça peut vous paraître anecdotique, mais c'est des gens qui nous disaient nous on a toujours eu des fruits de mer à Noël. Mais cette année on n'en aura pas. Parce qu'on n'a pas les moyens, ou on la joue sobre, ou on va le faire tout seul, on va pas aller voir notre fils qui habite à 200 km parce qu'en fait ça nous coûte trop cher en essence. Et c'est aussi ces points-là. Et c'est vrai que pour moi les fêtes c'est un marqueur, parce que c'est le marqueur, ça permet de mettre un coup de thermomètre sur où on en est de la société. Si on est dans une société qui nous propose de plus en plus de jouets, de consommer, etc., on pourrait critiquer, mais je reviens pas forcément là-dessus, mais qu'en parallèle les prix ne font qu'augmenter. Mais que la seule chose qui n'augmente pas, c'est les salaires. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une partie de la population. Tous ceux qui sont en dessous y compris ceux qui étaient entre 1500 et 2000, qui étaient des gens, quand on les connaissait, on se disait que ça allait, quoi, dans nos coins. C'est-à-dire que même eux sont en train d'être déclassés et vont se retrouver de plus en plus dans une masse qui va être les classes populaires avec des revenus de plus en plus faibles. Et je pense qu'on doit aussi lutter contre ça, à savoir que si les prix augmentent, et nous on l'a proposé plusieurs fois, il faut que les salaires augmentent aussi. Il faut indexer les salaires sur l'inflation. Si les prix augmentent, il faut qu'on booste les salaires pour que chacun puisse vivre. Et c'est comme ça qu'on consomme, parce qu'au bout d'un moment, ça va être grippé. Si on veut juste se la jouer businessman, quoi. Si plus personne ne peut consommer, il y a un moment donné, la machine elle va se gripper. Donc même pour eux, ça aurait un intérêt de relancer la consommation populaire. Et en fait, quand on voit ça et quand on voit la baisse du niveau de vie des gens, on se dit aussi, et je pense que Marianne, quand tu parlais de la réforme des retraites, c'est ça aussi. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, au printemps, il nous a dit « Notre pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Quelle est sa priorité à Emmanuel Macron 2 ans après? C'est faire pousser ces hommes et ces femmes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, c'est les faire bosser jusqu'à 65 ans. C'est de faire en sorte que les caissières qui touchent 850 € en moyenne, elles bossent jusqu'à 65 ans. C'est de faire en sorte que les aides à domicile, etc., tout le monde bosse jusqu'à 65 ans. Et ça dit quelque chose aussi du pays et du décrochage qu'a ce président par rapport au pays. C'est-à-dire que l'urgence, ça devrait être de se dire tout le monde passe des fêtes pourries, même si on veut aller au-delà des fêtes, parce que moi je parle des fêtes parce que j'ai pas envie qu'on dise à chaque fois il faut que les gens ils puissent se nourrir. C'est vrai, il faut que les gens ils puissent manger, mais il faut aussi que les gens ils puissent fêter aussi.
Notre but, ça doit pas être seulement de permettre aux gens de manger, ça doit être de permettre aux gens de vivre, d'avoir une vie sociale, de pouvoir voir du monde. Et quand on voit que le président, sa seule priorité, c'est de faire la réforme des retraites, on se dit quand même que pareil, chez lui, il y a quelque chose qui est grippé, et ça revient à la déconnexion qu'on a entre nous et lui. Et de la même manière, après, à l'Assemblée nationale, et ça c'est aussi grisant, parce que on a proposé la hausse du SMIC. On a proposé, par ailleurs, que tout le monde a refusé. Toutes les autres oppositions, sauf la NUPES, l'a refusé. Y compris ceux qui, pendant des mois et des mois, se la jouaient défenseurs du pouvoir d'achat, à savoir le Rassemblement national, qui eux aussi ont refusé la hausse du SMIC, qui eux aussi ont refusé l'indexation des salaires sur l'inflation. Alors toujours en nous disant, non mais il faut pas faire ça parce que ça va toucher les petits patrons. On leur a expliqué 1000 fois qu'il fallait faire une caisse de péréquation, donc je vous la fais très schématique. Mais en gros, il y a des grosses boîtes, Total fait 16 milliards d'euros de bénéfices. C'est pas les seuls, enfin de dividendes, non de bénéfices. C'est un record absolu. Et ben eux, ils payent gros, ils mettent ça dans la caisse, et comme ça on peut permettre aussi aux plus petites boîtes d'augmenter les salaires. Mais eux, en fait, en se cachant derrière les petites boîtes, eh ben, ils sont en train de nous dire qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Et en vérité, je vois une anecdote là, j'aurais voulu vous la raconter, mais ça va faire long après. Il y a une obsession, on voit une obsession chez eux de faire baisser les revenus et surtout de jamais toucher à ce qui peut aider les gens les plus modestes. Je vous prends un exemple hypocrite. C'était sur la question de l'essence. C'est parce qu'il est marrant. Sur la question de l'essence, nous on est en commission des finances, du coup avec Marianne, Manon et Catherine d'ailleurs sont en commission de développement durable. Personne n'est parfait. Mais sur la question de l'essence, à un moment donné, on avait demandé le blocage des prix. On avait dit bon bah l'essence vous la baissez à 1,50, vous taxez ceux qui profitent sur l'essence, et puis on fait baisser le niveau de l'essence quoi. En disant bon bah là de toute façon les gens ils ont pas le choix, c'est pas comme s'il y avait des bus tout le temps ou des TER partout. Et à un moment donné t'es obligé de conduire, donc faut baisser les prix de l'essence. Et le rapporteur de la commission des finances, du coup, qui est un macroniste, il me fait non mais il faut pas baisser le prix de l'essence, parce que là on voit bien que les Français ils font un effort en ce moment, ils prennent pas trop leur voiture, et si on remet l'essence à 1,50, après ils vont réutiliser leur voiture. Comme si les gens ils se disaient mais l'essence elle est à 1,50, je vais aller faire des tours dans le jardin et dans le village pour aller fêter ça. Enfin, c'est vraiment d'un point de vue hypocrite en fait. Et d'ailleurs même en faisant ça, je pense qu'ils essaient de rendre l'écologie impopulaire, mais ça c'est un autre sujet et j'y reviens pas parce que du coup sinon on va y passer des heures. Donc c'est aussi ça nous qu'on veut, c'est faire en sorte que il faut que les gens puissent vivre de leur salaire et même ceux qui n'ont pas de salaire, il faut que les gens puissent vivre dignement. Et comment on va s'y prendre? Et je termine là-dessus. Il y avait la CGT qui a été d'ailleurs fondée à Limoges, ce qui peut-être nous vaudrait la capitale de la grande région Auvergne-Limousin, qui a été fondée à Limoges. Elle a été fondée sur un texte qui s'appelle la Charte d'Amiens, qui se veut une double besogne. La première, c'est d'améliorer le quotidien des gens comme on le peut, et l'autre, c'est essayer de transformer la société. Et je pense que nous, si on a un objectif de transformer la société, il ne faut pas oublier qu'il y aura des petites victoires à aller chercher aussi tout au long du chemin. Et de la même manière qu'on a des petites victoires, mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue que notre but, c'est de faire en sorte qu'on répartisse mieux les richesses et que chacun puisse vivre dignement. Parce que il y a... Et ça passe par exemple, c'est qu'il faut que nous, là, à la sortie de tout ça, alors il y a des fiches qui passent avec des prises de contact, n'hésitez pas à donner vos contacts, à récupérer des affiches. Il faut que face à tout ça, on soutienne tous les combats. Enfin tous, ceux qui nous semblent être justes, évidemment. Mais par exemple, il faut que ce soit quand il y a les habitants du quartier de Beaubreuil qui sont en train de se faire détruire tout leur quartier, qui sont en train de se faire mettre à la porte, on leur détruit même leur maison des assauts, le seul endroit où il y a du lien social, parce qu'on leur a même supprimé la piscine avant, et avant on leur a même supprimé le B58 qui était un repère pour les jeunes. Ben ça, il faut aussi qu'on y aille. Il faut aussi qu'on aille les soutenir parce qu'il faut d'une part qu'on gagne, pour faire en sorte qu'ils puissent vivre dans leur quartier, mais aussi pour leur montrer que ok, on a nos grands discours, ok, on veut changer la vie, mais il faut qu'on change la vie aussi concrètement des gens, très rapidement. Il faut que, quand on organise des collectes, ou quand on organise des collectes de jouets, moi j'ai entendu, on m'a dit, il faut pas se prendre pour une ONG. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que la politique, il faut aussi qu'elle revienne au cœur des gens. Il faut revenir au cœur de la cité. Il faut recréer du lien, et si ça passe par permettre à quelques gosses d'avoir un peu plus de jouets pour Noël, et ça passe par là. C'est aussi avec les éleveurs, quand ils vont aller se battre pour des prix planchers ou contre les traités de libre-échange, il faudra aussi être avec eux et les soutenir pour leur montrer que notre rôle, il est d'être là, d'accompagner tous les combats justes. Et je pense que donc c'est être des partisans de service, mais enfin, notre but aussi, c'est occuper l'espace. Il faut aussi qu'on occupe l'espace. Nous, à la NUPES, même les militants de gauche et les militants ceux qui se battent pour la justice sociale. Il faut qu'on occupe l'espace parce qu'aujourd'hui, on l'a vu hier, c'est vrai que
on a une extrême droite grandissante dans le pays, qui tout ce qu'elle veut, c'est fracturer le pays. On l'a vu, il y avait France-Maroc, tout ce qui les excitait, c'était de savoir s'il allait y avoir enfin une guerre civile, quoi. Mais nous, face à ça, il faut vraiment qu'on occupe l'espace. Il ne faut pas qu'on laisse un millimètre de terrain. Et ça passe par organiser des conférences, des réunions, même si on est 10, même si on est 20, même si on n'est que 5. C'est faire en sorte de toujours proposer aux gens des moments de discussion, des moments collectifs, des moments où on va pouvoir les militer ensemble. En fait, notre but, c'est d'animer les cœurs et d'animer les esprits. Et... Bon. Et je termine... Et je vais conclure, mais sur une citation. Il y a un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze. Moi, j'avoue, je ne le connaissais pas trop avant qu'on m'en parle non plus. Mais bon, il est de Saint-Léonard de Noblat. Ouais, ça va, ça va. De quoi? Ouais, il est à Saint-Léo. Enfin, il était à Saint-Léo, maintenant il est décédé. Il est enterré à Saint-Léo. Pardon. Et Deleuze, il nous disait aussi, et c'est là où, quand je parle d'animer les cœurs et d'animer les esprits, il nous disait... Les pouvoirs établis ont besoin de nos tristesses pour faire de nous des esclaves. Le tyran, le prêtre, les preneurs d'âme ont besoin de nous persuader que la vie est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de nous réprimer que de nous angoisser. Et ben, je pense qu'il est là notre rôle. Faire en sorte que les gens qui baissent la tête, on arrive à la faire relever. Faire en sorte de mettre de la joie et un peu d'espoir. Merci beaucoup. Bon, et maintenant, il y a un apéro au fond de la salle, du coup. Et il y a des fiches qui vont passer, il faut remplir les fiches. Même si Macron le veut pas, nous on est là. Nous on est des travailleurs pour un monde...